Donc aujourd'hui, nous allons aborder les traitements du lupus systémique, donc les principes des traitements, et puis on fera une deuxième partie un petit peu sur les essais cliniques qui ont lieu dans le lupus, et puis comment ça se passe un essai clinique et pourquoi. Donc comme je vous ai dit, j'anime seule aujourd'hui cette session, ce webinaire. Donc peut-être pour que ce soit un petit peu plus fluide, je vous propose qu'on découpe le séminaire en plusieurs parties, qu'on aborde certains sujets et puis qu'on fasse une pause avec vos questions. Donc les questions, elles soient un petit peu organisées en thématique et qu'on ne revienne pas voilà, à chaque fois sur des choses qui ont été dites avant. Donc je vous dirai, on fera des pauses et puis je lirai toutes vos questions sur le chat et puis j'essaierai d'y répondre. Donc aujourd'hui, on aborde les traitements du lupus systémique. On aborde les traitements spécifiques, d'accord? C'est-à-dire les traitements qui concernent directement la maladie. Tout ce qu'il y a autour, par exemple la contraception, les vaccinations, ce sera abordé dans d'autres sessions par mes collègues euh, plus tard. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui vraiment des traitements spécifiques, contrôlés et traiter le lupus. Donc quels sont les objectifs des traitements? Pour commencer, eh bien, c'est de contrôler les symptômes lors d'une poussée. Puis dans un second temps, maintenir la maladie en rémission et prévenir les rechutes. Et tout ça, évidemment, pour éviter sur le long terme ce qu'on appelle les séquelles, c'est-à-dire les complications qui peuvent être liées à l'activité de la maladie, les dommages en fait sur les organes. Et également, l'objectif des traitements, c'est d'améliorer la qualité de vie, c'est-à-dire l'impact de la maladie chronique en fait pour les patients. Alors, quels sont les principaux traitements pour commencer spécifiques donc, du lupus systémique? Alors, on va commencer par le traitement, vous connaissez tous, qui est l'hydroxychloroquine, le Plaquenil. Donc, je vous rappelle que c'est un antipaludéen de synthèse. C'est un médicament qui est ce qu'on appelle immunomodulateur, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas les défenses immunitaires, mais probablement il module par, maintenant on en sait un petit peu plus, l'inhibition de certains récepteurs de l'immunité qui s'appellent les TLR7 et 9, donc par l'inhibition de leur activation, probablement que le Plaquenil permet de limiter en fait les complexes humains reconnus par certains effecteurs, on va dire, du système immunitaire, et puis donc de stimuler les globules blancs qui sont les lymphocytes B en fait. Donc ce sont les globules blancs qui fabriquent ensuite les auto-anticorps. L'hydroxychloroquine, c'est un traitement qui est prescrit pour tous les patients. Les patients, peu importe le type d'atteinte de lupus, que ce soit un lupus avec des symptômes cutanés, des symptômes rénaux. Donc pour tous les patients, y compris adultes, enfants, grossesse, voilà. Traitement numéro 1 du lupus, le Plaquenil. La posologie à l'âge adulte, c'est donc 2 comprimés par jour, sauf si le poids est inférieur à 60 kg ou en cas d'insuffisance rénale chronique. Ce traitement, vous voyez qu'il a été découvert, enfin, son efficacité a été découverte il y a maintenant très longtemps dans le lupus, 1956, les premières publications médicales, on va dire, concernant le traitement par Plaquenil et ou antipaludéen de synthèse dans le lupus systémique, et puis également dans le lupus cutané. Donc ça, c'est les dermatologues qui avaient testé donc, le Plaquenil dans les années 50 également. Donc un traitement qui est très ancien. Un dosage dans le sang qui peut être réalisé, donc qui s'appelle la plaquenilémie, qui permet donc de doser le dosage du médicament, de doser pardon, le médicament dans le sang. Ça nous permet deux choses, à la fois de suivre ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une prise à peu près régulière du traitement, même si bien sûr il peut y avoir parfois des oublis. Et puis on a aussi des objectifs en fait de plaquenilémie. Il y a des études qui ont démontré en fait qu'un taux supérieur à 1000 microgrammes par litre était associé à moins de risque de rechute pour les patients qu'un taux inférieur. Et puis, une étude dans le lupus cutané a montré que probablement le seuil de dose efficace pouvait être 750 microgrammes par litre. Le Plaquenil, donc vous voyez sur la droite, il y a une publication de 1991 qui avait évalué donc, le Plaquenil versus ce qu'on appelle placebo, c'est contre un traitement placebo, et vous voyez donc la proportion de rechute qui était donc moins importante pour la courbe du Plaquenil, donc la courbe du bas, comparée au bras donc, de traitement placebo.
donc efficace pour prévenir les rechutes. Donc ça, c'était en 1991, mais il a également été démontré bénéfique dans l'atteinte rénale, avec une amélioration associée au traitement de l'atteinte rénale. Il a été aussi démontré que ce traitement diminue les risques de séquelles et améliorait la survie. Et puis, possiblement, il a des effets bénéfiques cardiovasculaires. Donc, je vous vois bien vos questions, ne vous inquiétez pas, on les reprendra après les quelques diapos sur le plaquenil. Donc, les effets indésirables du plaquenil. Il faut éventuellement, évidemment, qu'on en parle pour que vous compreniez un petit peu aussi pourquoi on fait certaines choses, certains suivis. Donc, l'effet indésirable principal, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie, c'est-à-dire une atteinte, en fait, de la rétine de l'œil qui est liée, en fait, au traitement et à la prise cumulée de traitement. La prise prolongée et cumulée, donc ça veut dire que c'est lié à la dose qu'on prend sur le long terme. C'est pour cela qu'on vous propose une surveillance ophtalmologique régulière. Un autre effet qui a été décrit notamment par l'épidémie Covid, que vous avez dû entendre, voilà, c'est la possibilité d'avoir un risque d'arythmie cardiaque. Ça, en fait, ça cause ce qu'on appelle un allongement du temps QT de conduction cardiaque. Donc, pour cette raison, il ne faut pas associer le plaquenil à certains traitements, comme par exemple le médicament contre la dépression ou l'anxiété. Donc, vous voyez là, citalopram, hydroxyzine, et puis d'autres molécules comme la domperidone, qui est un antinauséeux en fait, ou éventuellement la piperakine, qui est prescrite dans l'accès de paludisme. Puisque, je ne vous l'ai pas redit, mais le plaquenil, ça ne se prescrit plus du tout pour le paludisme maintenant. C'est vraiment un traitement qu'on utilise à visée anti-inflammatoire, mais qui n'a plus du tout sa place dans les traitements anti-palu. Et donc, un intérêt pour ce traitement, c'est qu'il ne diminue pas la défense anti-infectieuse. Donc ça, c'est quand même très intéressant sur le long terme. La rétinopathie, donc si on développe un petit peu donc, aux antipaludins de synthèse, c'est-à-dire que c'est un effet indésirable qui est lié à la classe du médicament et pas uniquement à la molécule plaquenil. Donc on sait que c'est probablement moins de 1% des patients qui présentent des anomalies aux examens ophtalmologiques à 10 ans. Donc aux examens, hein, ça ne veut pas dire qu'ils ont des symptômes cliniques, mais ça veut dire qu'on a dépisté chez ces patients, voilà, après en moyenne 10 ans, moins de 1% d'atteinte de la rétine. Et pour cette raison, donc, il y a des recommandations hein, américaines qui ont été mises à jour là, il y a quelques années, qui recommandent donc un suivi ophtalmologique initial, donc dans l'année de prescription du traitement, avec un examen avec l'ophtalmologue, un fond d'œil, un champ visuel automatisé et une échographie de la rétine qui s'appelle SDOCT. Et puis, après 5 ans de traitement, puisque c'est un risque qui cumule avec le temps, une fois par an, ces examens réalisés avec plus ou moins donc, ce qu'on appelle l'électrorétinogramme multifocal, qui est encore une autre façon d'évaluer un petit peu la rétine et sa fonction. Sauf en cas de facteur de risque, je vous ai précisé, puisque quand on a ce qu'on appelle un faible poids, ou bien des médicaments particuliers, comme le traitement par tamoxifène qu'on donne dans le cancer du rein, du sein, excusez-moi, donc cancer du sein, ou bien un problème avec une maladie rénale et une insuffisance rénale, le bilan doit être réalisé une fois par an dès le début du traitement. Donc, très important, donc la surveillance ophtalmologique sous le traitement par plaquenil. Ensuite, on va faire un point sur l'hydroxychloroquine, donc plaquenil, pendant la grossesse. Vous savez que ça a été discuté récemment, puisque sur les boîtes de plaquenil, on a vu réapparaître un logo déconseillant la prise pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, le plaquenil, d'abord, ses effets, hein, c'est qu'on a démontré qu'il diminuait le risque de poussée de lupus également pendant la grossesse, donc de moitié. Et aussi qui diminue le risque de lupus néonatal, c'est-à-dire en fait un lupus, une atteinte très rare qui est liée quand même au lupus chez l'enfant, donc et qui est liée aux anticorps anti-SSA, qui donnent parfois des troubles du rythme cardiaque chez le bébé, ou bien du lupus cutané. C'est des choses qui sont voilà, liées à certains marqueurs anticorps anti-SSA. Et donc, probablement que la prise de plaquenil pendant la grossesse par la maman diminue ce risque de lupus néonatal. Les données qui sont publiées donc, chez les femmes enceintes exposées à l'hydroxychloroquine, donc vous vous doutez qu'elles sont nombreuses, ça fait maintenant beaucoup d'années de traitement et de recul pendant la grossesse, à tous les trimestres, et donc elles sont nombreuses et elles sont rassurantes. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de répercussions ophtalmologiques retenues pour les enfants qui ont été exposés pendant la grossesse.
Donc ça, ce sont des données qui sont consultables, hein, et puis vous pouvez voir donc sur le site internet qui s'appelle le CRAT, donc c'est le centre de référence des agents tératogènes, c'est-à-dire des médicaments pendant la grossesse et des effets éventuels qu'ils ont. Donc c'est des choses qui sont bien sûr surveillées, et puis donc le bénéfice est quand même au traitement plutôt qu'à un risque théorique, et puis comme je dis avec des données qui sont tout à fait rassurantes sur le long terme. Donc hydroxychloroquine, plaquenil pendant la grossesse, oui. Alors peut-être, qu'on peut faire un point déjà sur vos questions concernant le plaquenil, comme ça, alors je regarde. Alors je redis, mais voilà, c'est plus simple si vous mettez vos questions dans le fil de discussion, puisque sinon, il faut que j'ouvre un petit peu tout, mais je regarde tout de suite vos questions et vos commentaires concernant le plaquenil. Donc, on m'interroge par rapport au poids, effectivement. Je fais 50 kilos et je prends 2 comprimés par jour. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on prescrivait 2 comprimés par jour, en gros chez les adultes, sans vraiment, penser au poids. Mais effectivement, les poids adultes sont très variables. On peut faire 50 kilos, 60, 70, 80. Bon, hem, il semble quand même que quand on fait moins de 60 kilos, alors j'essaye un petit peu de c'est un peu global, possiblement, il faut diminuer un petit peu la posologie, c'est-à-dire qu'il faut plutôt prendre 2 comprimés un jour et un comprimé, l'autre jour, ou bien, 1 comprimé et demi, mais ça veut dire qu'il faut couper les comprimés. En tout cas, peut-être que c'est une dose par rapport au poids qui est un petit peu trop fort. Pour 50 kilos, on peut essayer de diminuer un petit peu la dose du plaquenil. La problématique qu'on a, c'est qu'en fait, il n'existe qu'en comprimé de 200 milligrammes, donc c'est pas très, très simple à adapter. Mais vous voyez, par exemple, en pédiatrie, clairement, c'est adapté au poids et donc on donne 1 comprimé par jour en pédiatrie ou bien 1 comprimé et demi en fonction du poids des enfants. Donc on me fait un commentaire sur le plaquenil qu'on ne trouve plus actuellement. Donc effectivement, vous avez probablement tous remarqué qu'il y avait des tensions de stock. Ça arrive assez régulièrement, qu'il y ait des tensions d'approvisionnement, du plaquenil. Alors, on a reçu il y a quelques jours, un message, hein, donc les pharmaciens, s'ils n'arrivent pas à se fournir, du plaquenil avec 2 fournisseurs, de médicaments, peuvent contacter directement le laboratoire qui fabrique les médicaments, hein, pour qu'ils reçoivent des boîtes. Donc normalement, le laboratoire a assuré que, le plaquenil serait quand même délivré, aux pharmaciens s'ils la demandent directement au laboratoire, pour avoir, des boîtes de plaquenil. Ça arrive régulièrement puisqu'en fait, il y a qu'un seul laboratoire qui fabrique le plaquenil et donc il suffit qu'il y ait voilà, une petite difficulté, de fabrication pour que ça ralentisse un petit peu la chaîne de production et puis donc, la délivrance, en officine. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, «Est-ce que ce serait remplaçable du coup avec cette pénurie?» Eh bien, non, pas vraiment, puisqu'en fait, il existe un autre traitement qui s'appelle la chloroquine, qui est donc un voisin du plaquenil qui était utilisé dans le lupus avant, mais qui n'est plus fabriqué depuis quelques mois, plus du tout fabriqué, et qui était utilisé ponctuellement par les dermatologues pour les lupus cutanés un peu résistants. Il a été abandonné parce qu'on sait aussi que probablement il aggrave fortement le risque de rétinopathie. Donc en fait, il n'y a actuellement, disponible que le plaquenil aujourd'hui, pour le lupus et donc on ne peut pas vraiment le remplacer par une autre molécule. Alors, on me pose la question, pardon parce que j'essaye de lire en même temps. Il y a des prix d'un peu variables, donc il y en a qui me disent que parfois ils prennent 3, donc ça c'est possible, c'est un petit peu au cas par cas, mais ça doit être, une prescription temporaire, hein, 3 par jour. Parfois on monte un petit peu le traitement, mais il faut faire, normalement une adaptation sur le long cours, à peu près adaptée au poids et donc plutôt de 2 comprimés par jour. Donc, il y a des patients qui me disent en fait qu'ils ont eu une atteinte de la rétine diagnostiquée lors d'un examen de surveillance sous plaquenil et puis qui ne sont plus que sous, autre traitement, cortisone ou autre. Bah, de toute façon, voilà, le plaquenil, c'est le traitement numéro un, mais si on ne peut pas le prendre et ben, on s'en passe et puis on essaie de faire autrement, hein. Évidemment, parfois, il y a une contre-indication et donc on ne prend plus le plaquenil et on essaie de trouver d'autres médicaments. Mais c'est vrai que, on aime bien ce médicament parce que, on pense qu'il prévient bien les rechutes et surtout il est bien toléré sur le long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans les maladies chroniques. Alors, il y en a qui me parlent aussi d'effets un petit peu secondaires, de type, nausées. C'est vrai que je ne vous ai pas, tout donné comme effet indésirable, mais ça peut aussi donner des nausées effectivement, des troubles digestifs.
Alors, donc voilà, des vomissements, on en parle effectivement, des troubles intestinaux. Et puis, on me pose la question sur les troubles du rythme cardiaque importants. Bon, en théorie, le Plaquenil, la dose auquel il est prescrit, nous donne quand même très, très, très peu de risque d'arythmie cardiaque, sauf si, bien sûr, on a un problème cardiaque sous-jacent ou une autre raison d'avoir déjà une conduction qui est un petit peu altérée cardiaque. Donc, de toute façon, il faut voilà, que ce soit, il faut faire un électrocardiogramme s'il y a une antécédent cardiovasculaire ou bien si il y a un doute sur une atteinte, maladie cardiaque autre et qui se surajouterait un petit peu euh, au traitement et aux autres médicaments. Alors, on demande si quand on n'a pas eu après 10 ans d'atteinte de la rétine, on peut en développer une toutefois plus tard. Bien oui, puisque comme c'est un risque qui s'accumule avec le temps en fait, eh bien si on dit que peut-être après 10 ans on a moins de 1 probablement après 20 ans de traitement, on peut avoir un petit peu plus de risques, puis 25 ans de traitement ou 30 ans de traitement. Maintenant, il y a des gens qui sont traités depuis longtemps sous plaquenil, donc il y en a qui ont depuis 30 ans qui n'ont pas de problème de rétine, mais probablement que ça peut être un effet qui se cumule avec le temps. Donc oui, on peut quand même développer plus tard une atteinte de la rétine et donc il faut continuer la surveillance de manière annuelle, au moins après 10 ans de traitement. Est-ce qu'on peut allaiter sous plaquenine? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué par rapport donc, à la grossesse. Donc oui, le médicament est compatible avec l'allaitement. Donc ça, c'est très important, effectivement. Donc on peut le garder et puis allaiter. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse. Donc on m'évoque le fait que on puisse avoir un taux très faible de plaquenil dans le sang, donc ce que je vous ai appelé la plaqueninémie, malgré une prise régulière sans oubli, et puis à la dose usuelle, on va dire de 400 mg par jour. Donc possiblement, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être des variations d'absorption des médicaments qui font que peut-être il y a quand même parfois des gens qui ne vont pas avoir un taux dans le sang qui va être très élevé, ou peut-être aussi qui vont avoir plus de risques de maladies rétiniennes. Ça, on ne sait pas encore. C'est quelque chose qui est un petit peu en cours d'analyse, notamment dans le service. On essaie de réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose un peu de génétique qui fait qu'on absorbe le médicament différemment et qu'on peut avoir soit une toxicité plus forte, soit éventuellement une efficacité un petit peu plus faible. Donc, voilà un petit peu pour le plaquenil. On va continuer, voilà, on essaie de ne pas passer trop de temps sur chaque, thème et puis d'avancer un petit peu. Donc on va parler maintenant d'un autre traitement, très important dans le lupus, c'est, la corticothérapie, donc les corticoïdes. C'est également un médicament qui est utilisé depuis très longtemps, depuis les années 50 dans les maladies inflammatoires et rhumatismales, on va dire. Donc vous voyez à droite, un peintre qui s'appelait Raoul Dufy, donc qui avait une polyarthrite très invalidante, qui ne pouvait plus peindre et puis qui avait été aux États-Unis dans les années 50 pour justement, pouvoir recevoir ce traitement par cortisone et puis qui avait été extrêmement amélioré et voilà, qui avait, même fait un tableau qui s'appelait à l'époque la cortisone. Donc les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire qui est puissant et ils ont également un effet de modulation de la réponse immunitaire à forte dose. Donc, 2 effets effectivement qui peuvent être intéressants dans le lupus. D'autant plus que cet effet des corticoïdes, il est très rapide. Les patients peuvent rapidement l'observer sur l'amélioration de leurs symptômes et il y a donc un bénéfice dans le cadre d'un traitement d'urgence des atteintes sévères. L'effet étant rapide, on peut calmer l'inflammation plus vite. En pratique, il y a 2 axes dans la corticothérapie. D'abord, le traitement de la poussée, donc de l'activité de la maladie, des symptômes du lupus actifs, donc par la prednisone en comprimé, donc Péros, ce qu'on appelle le Cortencil, à dose moyenne ou à dose forte. En fait, ça dépend un petit peu du type de symptômes qu'on a, hein. Donc, on peut aller, vous voyez, de 0,2 mg par kilo par jour à 1 mg par kilo par jour. Ça se prend le matin. On peut aussi utiliser la méthylprednisone, donc c'est la cortisone en perfusion intraveineuse, hein, ce qu'on appelle nous les bolus de Solu-Médrol, en cas d'atteinte sévère pour être efficace rapidement et surtout à visée anti-inflammatoire rapide, avec des doses donc beaucoup plus fortes, de 250 mg à 1000 mg pendant 2 à 5 jours. Donc ça se fait en hospitalisation en général.
Ensuite, la deuxième phase du corticoïde, c'est que c'est aussi maintenant devenu un traitement de fond, c'est-à-dire un traitement qu'on maintient de manière prolongée. Le plus souvent, il est maintenu de manière prolongée. Il est difficile même de l'arrêter après quelques mois ou années de prise. Et donc, on essaie d'avoir une dose d'entretien minimale de prednisone à 5 mg par jour. Voilà, discussion parfois entre 5 et 7,5 mg par jour selon les études dans le lupus, mais globalement, on essaye d'avoir un seuil pour tout le monde à 5 mg par jour. C'est un seuil dont on pense qu'il minimise les effets indésirables et puis qu'il permet en plus, malgré tout, d'être efficace comme un traitement de fond pour diminuer les risques de rechute. Ça, on l'a prouvé, nous, dans le service, avec une étude qui s'appelait Corticolup, à laquelle vous avez peut-être même participé en tant que patient. Alors, bien sûr, quand on parle de corticoïdes, on pense aux nombreux effets indésirables éventuels, donc à la fois un traitement extrêmement puissant et bénéfique, mais des effets indésirables importants. Donc certains qui sont un petit peu immédiats, qui sont liés à la dose, clairement, hein. Plus on prend une dose forte, plus on peut avoir ces effets indésirables qui se présentent. Donc la prise de poids avec la majoration de l'appétit, également la modification de la répartition des graisses. Donc on peut avoir la graisse abdominale ou la graisse sur le visage qui, voilà, qui est moins, enfin, qui est mal répartie. Et puis, on a aussi une fonte musculaire. Un deuxième axe, c'est les problèmes d'hyperglycémie, d'hypertension et de diabète induits par la corticothérapie à forte dose et ou prolongée. Il peut y avoir des effets aussi sur la peau, donc une peau qui s'affine, des ecchymoses, des vergetures, voire de l'acné. Donc ça, c'est pareil, c'est assez dose dépendant. Parfois, une station qu'on appelle neuropsychiatrique, donc des troubles du sommeil, un peu d'irritabilité. C'est pour ça qu'on vous propose de le prendre plutôt le matin. Et puis parfois, ça décompense même des troubles préexistants en fait, psychiatriques. Et le dernier effet qui est évidemment lié à la dose, c'est le risque d'infection. Il y a d'autres complications liées à la corticothérapie qui sont liées à la dose cumulative, c'est-à-dire au fait d'avoir une corticothérapie à forte dose de manière prolongée et qui sont des complications qui sont non réversibles, qui sont la cataracte, l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est une diminution en fait de la densité, de la solidité osseuse avec un risque de fracture. Et puis l'athérosclérose, qui est une maladie en fait des artères de l'organisme qui vont progressivement se boucher à cause de plaques de cholestérol, d'athérome, et provoquer éventuellement des événements cardiovasculaires. Ces complications, elles sont surtout rapportées pour des corticothérapies qui sont maintenues de manière prolongée à une dose supérieure à donc la dose minimale de 5 à 7,5 mg par jour. Comment est-ce qu'on peut limiter un petit peu ces effets indésirables liés à la corticothérapie? D'abord d'un point de vue diététique, donc limiter les apports en sucre, notamment en sucre lent, donc les féculents, hein, pour éviter la prise de poids et puis se peser un peu régulièrement, parce qu'effectivement ça ouvre beaucoup l'appétit, donc on sait que la prise de poids peut être assez rapide et parfois difficile à perdre ensuite. Par contre, pas d'évidence à l'intérêt d'un régime sans sel strict, si on n'a pas de pathologie rénale sous-jacente ou cardiaque ou d'hypertension, mais un régime tout de même normo-salé. Parfois, on prescrit des protecteurs gastriques quand les gens ont des antécédents d'ulcères ou bien du reflux sous corticoïdes, mais ce n'est pas systématique. Pareil pour le potassium, il est souvent prescrit de manière un petit peu systématique aux fortes doses, mais finalement, il n'est pas forcément indispensable de prendre du potassium, en tout cas pour les doses moyennes de corticoïdes qui sont prescrites. Deuxième axe important, essayer de prévenir l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est cette fragilité osseuse qui est fortement favorisée donc, par la corticothérapie prolongée. Pour cela, donc, les apports en calcium recommandés sont ceux qui sont recommandés pour toutes les femmes par l'OMS. Donc, c'est 4 produits laitiers par jour. Si on n'y arrive pas, on peut prescrire du calcium en comprimé, en sachet, à prendre en plus. Et puis, c'est une supplémentation systématique en vitamine D. Donc, ce que vous allez avoir, vous, ça va être des ampoules d'UV-dose ou du Dédrogic. Ça fixe en fait le calcium sur les os. Donc, c'est pour ça que c'est important, la vitamine D également. L'exercice physique, on sait que ça peut améliorer à la fois les problèmes de prise de poids et puis aussi le risque d'ostéoporose. Et puis, on propose assez fréquemment, y compris chez les jeunes patients, un traitement par biphosphonate qui est carrément un traitement activateur en fait et qui va renforcer un petit peu la densité osseuse.
Et on peut évaluer effectivement ce qu'on appelle l'ostéoporose par un examen qui s'appelle la densitométrie osseuse. Ensuite, un autre axe important, c'est la prévention du risque d'infection. Alors, c'est pour les corticoïdes, mais ça marche aussi, bien sûr, pour les immunosuppresseurs. Donc, les vaccinations à jour. Une remarque, pas de vaccin vivant. En pratique, c'est la fièvre jaune, hein, par exemple, qui est un vaccin vivant. On a une corticothérapie à plus de 10 mg par jour, ou bien on a reçu des perfusions de cortisone dans les 3 mois. Un suivi dentaire régulier pour éviter d'avoir des foyers infectieux dentaires chroniques. Un mot sur l'andilulose, donc c'est une parasitose qui est endémique, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans plein de régions à risque dans le monde. Donc, si on a un doute sur un séjour dans ces régions, eh bien, on donne un traitement qui s'appelle l'ivermectine avant de mettre une corticothérapie en traitement. Et puis, la dernière mesure de prévention intéressante pour les patients, c'est de vous expliquer qu'il faut consulter en cas de fièvre ou de signe d'infection le médecin du lupus, le médecin traitant, mais voilà, on ne reste pas avec des signes d'infection puisqu'elles peuvent être un petit peu favorisées, ou en tout cas la sévérité des infections peut être favorisée avec la corticothérapie prolongée. Un autre point important, c'est qu'il ne faut pas arrêter brutalement son traitement par corticoïdes au long cours, puisqu'il y a un risque de ce qu'on appelle d'insuffisance corticotrope, c'est-à-dire un manque de cortisone naturelle, qui est une hormone qui est indispensable et qui va être en fait une fabrication de cette hormone qui va être freinée par le fait de prendre de la cortisone de synthèse, c'est-à-dire des médicaments en plus. Donc, on diminue la cortisone de manière progressive et le schéma est adapté en fonction du malade, de la maladie et aussi du docteur, voilà, qui va voir comment on diminue progressivement. Et avant un arrêt de la corticothérapie, on fait des tests de sécrétion de cortisone naturelle qui s'appelle le test au synactène. Et puis, si besoin, on donne un petit peu de cortisone naturelle même pour le temps que l'organisme se relance. Donc, jamais d'arrêt du traitement par cortisone brutal. Alors, donc, on va faire à nouveau une pause. Donc voilà, vous avez proposé de faire une pause pour les questions sur le plaquenil et les corticoïdes. On a déjà fait un petit point sur le plaquenil. On va voir un petit peu voilà, sur les corticoïdes si vous avez des questions. Donc je vais regarder un petit peu dans la discussion ce que vous m'avez écrit. Alors, pardon. J'essaie de ne pas sauter. Alors, les corticoïdes, ah oui, c'est une bonne question. Donc plutôt un bon effet en ressenti, mais 2 ostéonécroses. Alors, j'ai pas fait de liste exhaustive des effets indésirables des corticoïdes, mais il y en a encore d'autres. Et l'ostéonécrose aseptique, donc c'est souvent les hanches, mais ça peut être d'autres articulations, c'est quelque chose qui est rapporté aussi plus fréquent sous corticoïdes, mais c'est une complication qui n'est pas prévisible. En fait, on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la dose? Pas forcément. C'est des gens qui prennent beaucoup de cortisone, même qui ont beaucoup de perfusion et qui n'ont jamais d'ostéonécrose. Donc, l'ostéonécrose, par exemple, c'est une complication qui n'est pas prévisible. Comme également le glaucome aigu, donc qui est une atteinte aiguë de l'œil. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir sous corticoïdes, effectivement, mais qui peuvent arriver aussi. Alors, ensuite, donc, on me dit qu'on peut avoir pris la cortisone forte dose et ne plus en prendre aujourd'hui. Oui, c'est possible. Ça peut quand même, on peut réussir à arrêter la cortisone. Je vous ai dit que ce n'était pas facile, mais ça peut arriver. On m'interroge sur le fait qu'il faille ajouter des corticoïdes systématiquement en cas de grossesse. Alors, ça, c'est pareil. On parle des traitements du lupus aujourd'hui de manière un peu générale. Évidemment, c'est toujours au cas par cas. Et ça dépend vraiment et des symptômes qu'on a eus et de sa maladie et aussi discussion avec le patient et du docteur. Donc ça, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est pas systématique, mais en tout cas, on peut prendre la cortisone dans la grossesse à faible dose, avec maladie contrôlée, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est la durée de cortisone recommandée sans que cela se néfaste? En fait, la corticothérapie qu'on appelle prolongée, c'est plus de 3 mois. Dès qu'on est à plus de 3 mois, on s'expose éventuellement, théoriquement, aux effets indésirables éventuels. Vous devez, dans la maladie chronique comme le lupus, on a forcément, quasiment tout le temps, une prescription qui est plus longue que 3 mois.
Et puis, il y a très peu de patients qui n'ont pas de cortisone dans leur histoire de lupus. Dans la littérature médicale, en fonction des séries, c'est-à-dire des données de différents services ou pays, en gros, c'est de 80% des patients à 95% des patients qui reçoivent dans leur histoire des corticoïdes. Donc, c'est un traitement qui est très important et encore très fréquent. Alors, est-il envisageable d'arrêter la cortisone quand on est à une dose d'entretien lorsque le lupus est quiescent, sans risque d'insuffisance corticosurrénalienne secondaire? Eh bien, oui, c'est envisageable. En tout cas, ça se teste. Donc, votre fonction corticotrope, on la teste avant d'arrêter le traitement. C'est pareil, il y a des patients qui ne vont jamais avoir d'insuffisance corticotrope et puis d'autres qui vont en avoir après 3 mois de traitement. Donc ça, c'est pas toujours, voilà, ça dépend un peu, de chaque histoire. Donc et puis l'arrêt de la cortisone, c'est quand même quelque chose qui est possible. Nous, dans le service, on avait montré que quand on l'arrêtait, il fallait surveiller parce qu'il y avait un risque de rechute. Mais il y a aussi des patients chez qui on avait arrêté, qui n'avaient pas rechuté. Évidemment, tout le monde ne rechute pas. C'est comme tous les traitements. Donc le risque de pousser n'est pas toujours prévisible et n'est pas pour tout le monde. Donc oui, il y a des patients chez qui on a la cortisone et chez qui ça se passe très bien. Ce n'est pas forcément donc des traitements à vie, y compris d'ailleurs le plaquenil et les autres médicaments. Alors, les effets indésirables de cortisone au bout de combien de temps? Eh ben, je vous le dis, ça dépend. Ça peut être très aigu, c'est-à-dire arriver très vite, quelques jours à semaines, et puis parfois, c'est des effets qui vont être, visibles après quelques années seulement, c'est-à-dire sur le long terme. Donc, par exemple, les troubles du sommeil, ça peut être dans la semaine qui suit, hein, et l'ostéoporose, ça peut être 10 ans après. Donc, c'est très variable en fonction de chaque effet. D'ailleurs, il y a des patients, voilà, qui me disent qu'ils ont eu des troubles, effectivement, psychiatriques, hallucinations, tout ça, mais c'est tout à fait possible. On sait que la corticothérapie, c'est parfois très mal toléré et il faut savoir le dire, effectivement, à son médecin, qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on s'énerve, voilà, ça peut arriver, hein. On a des émotions très fortes. La cortisone, souvent on l'oublie, mais ça peut vraiment, donner des troubles, donc neuropsychiatriques, voilà, des problèmes importants, de morale et de sommeil. Alors, on demande si, la corticothérapie donc va forcément affaiblir les os. Alors, pas forcément, en fait, c'est pour ça aussi qu'on essaie de l'adapter, de la dose, vraiment de avoir la dose minimale efficace possible et le moins longtemps possible. Et puis la supplémentation en vitamine D, les apports en calcium, voire les médicaments. Effectivement, on espère qu'avec tout ça, on arrive à diminuer ce risque d'ostéoporose et à renforcer, l'effet en fait, de la cortisone dans l'autre sens, quoi. Donc la vitamine D peut être prise tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend un petit peu. Ça, c'est un petit schéma. Classiquement, on dit tous les 2 mois, mais parfois on prescrit tous les 3 mois, tous les mois. Ça dépend de quel type d'ampoule, ça dépend si c'est suffisant ou pas. Bon, il y a par exemple des rhumatologues qui prescrivent beaucoup 1 fois par mois, de manière un peu systématique. C'est vrai que nous, on prescrit plutôt tous les 2 à 3 mois, mais ça peut être un peu variable et à la carte, ça dépend évidemment de chaque patient. Alors, on me parle de la cataracte, effectivement. Donc ça, voilà, ça peut être une complication de la corticothérapie. Alors, c'est pas systématique. On peut avoir des cataractes qui sont liées à d'autres causes, notamment le vieillissement, physiologique de l'œil, mais les ophtalmos d'ailleurs différencient bien cataracte à cause de la cortisone et la cataracte, on va dire, habituelle. Donc effectivement, l'adaptation de la cortisone, ça dépend un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir un zona récurrent avec, la corticothérapie? Bah, ça peut favoriser malgré tout les infections, même à faible dose. Bon, voilà, l'effet, sur le système immunitaire peut diminuer un petit peu les réponses aux infections et donc le zona fait partie des infections qui peuvent un petit peu revenir quand on a un petit peu moins de défense immunitaire. Alors on m'interroge sur le fait que malgré le test au synactène qui était bon, il peut y avoir un petit manque de cortisol ou un petit sevrage. Oui, c'est possible en fait. C'est décrit, hein, ce sevrage qu'on a en cortisol. Je vous l'ai dit, ça peut donner des effets neuropsychiatriques, un petit peu excités, voilà, ce qui peut être un effet parfois un peu positif. Quand on arrête la corticothérapie, on peut avoir un petit peu, une sensation de fatigue, de douleur, même si on a une fonction, corticotrope qui est conservée. Donc oui, il peut y avoir une sorte quand même de ce syndrome un petit peu de sevrage,
de la cortisone, voilà, qui est un traitement qui est quand même anti-inflammatoire, donc antidouleur un peu global aussi. Alors, donc, la vitalité, voilà, il y en a plein qui me disent qu'ils prennent des corticoïdes depuis des années, hein. Effectivement, c'est quelque chose de très fréquent et de connu dans le lupus. Alors, quelle marche à suivre? Ça, c'est une bonne question. Dans ce contexte actuel de pénurie de cortensives également, quelle marche à suivre si arrêt accidentel de la cortisone pendant plusieurs jours? Bon, ben, c'est à éviter, effectivement. Notamment, on n'a pas évoqué ça, mais en cas de trouble digestif important, si on a des vomissements et tout ça, bah, il faut réfléchir à peut-être un usage de cortisone en injection, quelque chose comme ça, si c'est prolongé. Et puis, si on oublie une fois, bon voilà, 1 jour ou 2, mais plusieurs jours, c'est compliqué. Après, c'est pas systématique l'insuffisance en cortisone, mais on s'expose à 2 risques, à l'arrêt, brutal, non préparé de la cortisone. Un, donc l'insuffisance corticale propre qui peut être très sévère, hein, ce qui peut amener au malaise, vraiment à l'état de choc, et 2, la rechute de la maladie. Donc évidemment, si on peut éviter, c'est mieux. Donc je sais qu'actuellement, il y a des problèmes de cortisone qui est difficilement accessible en ville. Bon, alors, le tremblement, par exemple, des mains, bah oui, ça peut être aussi un effet qu'on appelle un peu neuropsy, donc excitation psychomotrice, quoi. Trouble du sommeil aussi, donc est-ce qu'il y a une solution? Bah, on essaie de baisser la dose de cortisone si on peut, il faut en parler avec son médecin et puis on peut donner un petit peu les traitements pour, essayer de calmer un petit peu ces troubles du sommeil, hein. Donc on va continuer un petit peu après toutes les questions sur les corticoïdes. Donc on va aborder la troisième famille de traitements importants dans le lupus, ce qu'on appelle les immunosuppresseurs. Donc en fait, ils sont ajoutés en deuxième intention, c'est-à-dire en deuxième ligne, si le traitement n'a pas fonctionné, ou en cas d'atteinte sévère. Donc si le traitement par cortisone n'est pas suffisant, ou bien si on a une corticothérapie qu'on n'arrive pas à diminuer, hein, je veux dire les objectifs de traitement, à 5 ou 7,5 milligrammes par jour, ou bien si on a une atteinte sévère d'emblée et qu'on veut, voilà, un traitement, de fond plus fort du lupus, ajouter les immunosuppresseurs. Leurs effets généraux, donc effectivement, c'est une diminution du système immunitaire, de la réponse immunitaire. C'est un peu le but puisque la réponse immunitaire dans le lupus, vous savez qu'elle est excessive, elle n'est pas adaptée et elle a pas de dommages, au niveau des organes, donc c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. Mais, les immunosuppresseurs, par définition, du coup, diminuent aussi, le système immunitaire général et donc majorent le risque d'infection. Le premier immunosuppresseur dont on peut, discuter, c'est, ce qui s'appelle, le cyclophosphamide ou l'endoxan. C'est un des médicaments utilisés en premier dans le lupus, immunosuppresseur. Alors il se fait en perfusion intraveineuse, donc ça veut dire qu'on doit être hospitalisé. En plus, il y a une prémédication, donc ça dure très longtemps, donc souvent on passe la nuit à l'hôpital. Donc il y a différents schémas. D'abord, il y a eu un schéma où on faisait, une perfusion tous les mois de 1 gramme pendant 6 mois. Et puis, il y a eu un schéma un peu qu'on appelle allégé, proposé, qui peut aussi être efficace, qui est de 500 milligrammes toutes les 2 semaines et donc pendant 3 mois. C'est ce qu'on appelle le schéma Eurolupus. C'est pareil, l'indication, elle est posée par votre médecin du lupus. Voilà, là, c'est des choses un petit peu, donc voici, les résultats donc de l'étude Princeps, on va dire, donc la première étude qui avait évalué l'endoxan dans, le lupus sévère rénal. Vous voyez, c'était en 1996. Donc quand on regarde à droite, en fait, on voit 3 courbes, et puis donc c'est la probabilité, en fait, qui a été évaluée, d'avoir une insuffisance rénale, c'est-à-dire avoir le marqueur qui s'appelle créatininémie qui double dans le temps. C'était comme ça qu'ils avaient évalué le fait qu'il y ait, une insuffisance, une atteinte du rein et une insuffisance rénale. Donc vous voyez en fait que, quand on n'avait que MP, c'est-à-dire que de la corticothérapie à forte dose, donc diprednisone, on avait quand même un risque important, d'avoir donc au bout de quelques mois une insuffisance rénale. La deuxième courbe avec les carrés, donc c'est l'endoxan ou cyclophosphamide. Vous voyez qu'on a beaucoup moins de risques d'arriver à l'insuffisance rénale après, en tout cas, les quelques mois de suivi de 72 mois ici. Et puis, quand on associe les deux, alors là, on était bien aussi avec endoxan et puis corticoïdes à forte dose, on améliorait quand même ce risque d'insuffisance rénale. Donc, une grosse efficacité par rapport à la cortisone toute seule, mais des effets secondaires qui étaient très importants. Il y avait beaucoup d'infections, d'autant plus qu'on avait cumulé les traitements. Et puis, surtout, alors, pour des doses très importantes, jusqu'à une passion de 18 grammes, donc vous voyez
moi je disais tout à l'heure 6 grammes à peu près, donc on a une dose très très forte, une altération de la fertilité chez des jeunes patientes. Donc, on s'en est rendu compte effectivement assez rapidement avec cette première étude. Donc, l'Endoxan est un médicament très puissant, très efficace, mais avec des effets indésirables. Donc, on l'utilise pendant quelques mois, mais de manière limitée, en traitement qu'on appelle d'attaque, et on ne le garde pas de manière prolongée. Ça, c'est la première remarque. Et puis donc, il est réservé aux atteintes du lupus sévère, donc soit rénal sévère, ou bien ce qu'on appelle le neurolupus, l'atteinte neurologique. Voilà, avec des doses aujourd'hui qui sont bien sûr adaptées pour éviter les complications qui sont liées au fait de prendre pendant des mois ou des années de l'endoxan, ce qui ne se fait plus du tout maintenant dans le lupus. Le deuxième traitement immunosuppresseur conventionnel, c'est ce qu'on appelle le MMF, le mycophénolate mofétil. Son nom commercial, c'est le Cellcept. Il a un voisin qui s'appelle l'acide mycophénolique, qui est parfois utilisé en remplacement quand il est mal toléré. Donc, ce médicament, il est en péros, c'est-à-dire qu'il ne se prend que en comprimé ou éventuellement en suspension buvable. Et puis, il faut le prendre en plusieurs prises par jour, donc 2 prises par jour, de 1 à 3 grammes. Donc, c'est un médicament qu'on appelle antimétabolite. En pratique, il inhibe la synthèse de certains éléments cellulaires, et puis il a un effet plus important sur les lymphocytes, ce qui est intéressant dans le lupus, parce que vous le savez, les lymphocytes sont très réactifs et puis fabriquent, en fonction des lymphocytes, soit activent la réponse immunitaire, soit fabriquent les auto-anticorps qui sont pathogènes dans le lupus. Ce médicament, il a d'abord été autorisé en 1996 dans la transplantation, et puis donc quelques années après, il a été évalué dans le lupus, vous voyez, en 2009. Donc, il a été évalué dans l'atteinte rénale donc, active, donc qu'on appelle la glomérulonephritide proliférative, hein. Ce n'est pas toutes les atteintes rénales, c'est l'atteinte rénale vraiment sévère proliférative. Il a été utilisé, donc vous voyez sur le schéma à droite, c'est les barres noires, et il a été démontré qu'il n'était pas moins efficace, en tout cas, que l'endoxan dans différents groupes de population, vous voyez, asiatiques, caucasiens ou autres. Donc, pas moins efficace que l'endoxan dans le traitement d'attaque. Et puis, secondairement, il a été aussi démontré qu'il était probablement le plus efficace et le mieux toléré en traitement d'entretien. Donc, après les 6 mois de traitement par endoxan, on peut passer aussi donc, au Cellcept en traitement d'entretien pour garder la maladie rénale en rémission. Ce médicament, il est aussi utilisé dans les atteintes sévères autres, donc ce qu'on appelle le neurolupus, par exemple, donc toujours en relais de l'endoxan et cyclophosphamide, et puis parfois dans les atteintes même moins sévères en cas d'échec d'autres traitements. Mais tout ça, ça se fait hors AMM, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu d'essai, et donc c'est hors autorisation officielle. C'est une pratique dans le lupus qui est une maladie rare, effectivement. Ces médicaments sont utilisés par les médecins, mais sans qu'il y ait eu finalement d'études avant, d'essais cliniques en tant que tels. Donc, vous voyez à droite, il y a différentes courbes qui représentent différents symptômes. Donc, par exemple, les symptômes sur la peau, vous voyez cette courbe-là. Donc, la peau, les séreuses, vous avez les atteintes musculo-squelettiques, et vous voyez qu'il y a certains patients qui répondent donc au traitement par Cellcept. Donc, effectivement, on l'utilise parfois en traitement de recours. Un autre immunosuppresseur, c'est le méthotrexate, qui s'appelle également l'IMET. C'est pareil, ce médicament est utilisé complètement hors AMM. En fait, c'est un médicament qui a été développé pour la polyarthrite rhumatoïde. Vous savez, c'est une maladie inflammatoire, inflammatoire plutôt des articulations, qui donne des grosses inflammations des articulations et des déformations. Et par extension, il a été utilisé dans le lupus, donc il a été démontré qu'il était efficace, mais il n'y a pas eu d'études en tant que tel contre placebo pour démontrer qu'il était efficace à l'époque. Il peut être donné par 2 voies, ça c'est bien aussi. On peut le donner en comprimé, mais on peut aussi l'injecter, et c'est une prise par semaine. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une seule prise par semaine, associée donc à de la vitamine qui s'appelle l'acide folique. Mais le méthotrexate ne peut pas être donné dans le lupus rénal, par exemple. Donc c'est réservé au lupus qu'on appelle un peu résistant au traitement de première ligne, la cortisone, ou en cas de corticodépendance, donc par exemple le lupus articulaire, cutané, les péricardites, mais il n'a pas de place dans le lupus rénal. Vous voyez, ça c'est un petit peu des études, quelques petites études qui ont été rapportées, mais ce ne sont pas donc des études contre placebo. Alors, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on prend toutes les études qui existent et puis on essaie de mélanger tout ça et de
de voir à la fin, en fait, si oui ou non, on pense qu'il y a un traitement, le traitement est favorable ou pas. Euh, donc, le premier tableau, c'était par rapport au SLEDAI. Le SLEDAI, en fait, c'est un score d'activité du lupus, activité avec les symptômes cliniques et puis les symptômes biologiques, donc le rein, l'anémie, par exemple, les marqueurs immunologiques. Donc, vous voyez qu'on remarque que quand on fait une synthèse de tous les essais rapportés, toutes les petites études qui ont été rapportées dans la littérature, on a l'impression quand même que par rapport au contrôle, donc aux autres traitements éventuels ou pas de traitement, notre extract pourrait avoir un effet donc sur l'activité. En dessous, c'est sur l'épargne en cortisone, c'est-à-dire réussir à diminuer la dose de cortisone. Vous savez qu'on a un objectif de 5 à 7,5 mg par jour, donc ça semblait aussi être bénéfique quand même pour les patients. Voilà, donc c'est des preuves indirectes que le traitement peut être efficace dans le lupus. Il existe d'autres immunosuppresseurs, alors on ne va pas tous les lister, mais globalement, il y en a deux qui peuvent être intéressants, qui sont l'azathioprine ou l'Immurel et le tacrolimus, ou également Prograf, Advagraf, puisqu'on peut l'utiliser pendant la grossesse. Donc ça, c'est très important de pouvoir avoir des traitements éventuellement qui sont compatibles avec une grossesse, d'autant plus quand on a eu une atteinte rénale. Donc ces médicaments-là, on peut les utiliser en entretien de l'atteinte rénale. Et puis un autre médicament qui s'appelle le rituximab, donc celui-ci, il a déjà été évalué dans le lupus. Il y a eu des études il y a quelques années qui étaient négatives. Malgré tout, il est encore parfois utilisé pour certaines indications spécifiques, comme par exemple les problèmes de plaquettes dans le lupus, ou parfois dans les atteintes rénales qui sont très résistantes et qu'on n'arrive pas à traiter par les traitements habituels, Celcept et Endoxan. Donc voilà pour les immunosuppresseurs principaux. On va passer à une deuxième partie d'immunosuppresseurs qui sont un petit peu plus modernes et ciblés, ce qu'on appelle les biothérapies. Et puis ensuite, on fera un point sur vos questions. Dans le lupus, donc, il y a eu beaucoup d'essais cliniques, je vous montrerai après. Et donc, on a ce qu'on appelle les biothérapies, qui sont les thérapies qui sont plus récentes et qui sont probablement plus ciblées, donc on espère qu'elles soient mieux tolérées au long terme. Ces biothérapies, elles ont été évaluées associées aux autres traitements, jamais contre les autres traitements, c'est-à-dire jamais en remplacement du plaquenil ou de la cortisone, et donc avec plus ou moins les immunosuppresseurs conventionnels. Et donc, ces études, elles ont été menées en cas de lupus en échec des traitements standards, ou bien associées, parfois éventuellement, au traitement standard de l'atteinte rénale prolifère active. C'est dans ce contexte que ces médicaments sont arrivés, ces nouveaux traitements qu'on appelle biothérapies, qui sont aussi des immunosuppresseurs, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire les anciens immunosuppresseurs à très large action. Le premier traitement, donc la première biothérapie qui a été dans le lupus validé, c'est le belimumab ou le Benlysta. Donc c'est un anticorps monoclonal, ça s'appelle comme ça, donc qui permet d'inhiber en fait un signal qui va stimuler les lymphocytes B, donc encore ces lymphocytes B, qui participent à la synthèse des auto-anticorps et donc au mécanisme d'auto-immunité dans le lupus. Donc ce traitement, il a été d'abord développé en forme injectable, intraveineuse, donc ça se faisait partiellement en hospitalisation, même si c'était court, ça se faisait quand même en hôpital de jour, donc toutes les 4 semaines. L'autorisation de mise sur le marché, ça a été en 2011. Vous voyez à droite, en fait, ça c'était la première publication donc en 2011 de l'étude qui s'appelait BLIS 52. Vous voyez qu'il y a eu 2 doses qui avaient été évaluées à l'époque. Donc la courbe placebo en gris, bleu ciel c'était 1 mg par kilo, et puis la courbe violette c'est 10 mg par kilo, donc toutes les 4 semaines. C'est ce qui a été retenu comme dose finalement, hein. Donc vous voyez la réponse qui était définie par des critères, des scores d'activité, peu importe, voilà, un petit peu complexe d'évaluation du lupus, eh bien il y avait quand même significativement plus de réponses dans le bras belimumab 10 mg par kilo que dans le bras placebo. Ensuite, il a été développé une forme sous-cutanée, une forme injectable sous-cutanée en stylo à 200 mg par semaine, donc, qui peut donc du coup être fait maintenant à domicile par les patients, après 2 injections qui sont faites sous surveillance hospitalière. Donc ce traitement aujourd'hui, il a prouvé son efficacité donc, dans le lupus toujours actif malgré les traitements habituels. Et puis, depuis 2022, donc, on peut aussi le proposer maintenant dans le lupus rénal. Donc l'atteinte proliférative active, hein, c'est toujours celle-ci qui est évaluée dans les essais, associée au traitement standard. Donc d'emblée, on peut proposer de mettre le traitement standard et cette biothérapie en plus.
Les effets indésirables de cette biothérapie, donc c'est comme tous les immunosuppresseurs, malgré tout, un risque d'infection qui est un petit peu majoré, notamment les infections bronchopulmonaires. Et puis, il y a quand même un signal qui est important, qu'il faut connaître, c'est qu'il faut surveiller, hem, en cas d'antécédent de dépression, éventuellement l'apparition de symptômes, de dépression sous Benlysta. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, que les médecins, doivent savoir, mais aussi les patients, et leur entourage. Voilà, quand on a déjà eu un antécédent de dépression, il faut probablement, une surveillance quand même, vérifier que sous traitement, il n'y ait pas des symptômes qui réapparaissent. Les autres, manifestations, secondaires, ça peut être des réactions après les injections, ou des réactions donc immédiates ou des réactions d'hypersensibilité un petit peu retardées et puis sans apporter un petit peu de troubles digestifs aussi sous le Benlysta. Commence maintenant à y avoir du recul sur le traitement et donc il y a quand même un bon profil de tolérance, au long cours, sur les études de suivi de 13 ans de suivi. Deuxième biothérapie, beaucoup plus récente, vous voyez, avec une AMM l'année dernière, en février 2022. On attend toujours que le médicament soit disponible, à l'hôpital pour, voilà, pour le prescrire, même si on a eu quelques prescriptions temporaires d'utilisation donc, pour certains patients. Donc c'est pareil, c'est un anticorps monoclonal aussi, mais celui-ci, il inhibe l'activité d'interférons de type 1, enfin des interférons de type 1 qui sont donc des molécules, dont on pense qu'elles vont, aggraver, accentuer, la réponse auto-immune. Ce médicament, il se fait également en voie injectable, intraveineuse et c'est toutes les 4 semaines. Vous voyez à droite, donc c'est la publication, c'est l'étude qui s'appelait TULIP-2. Donc vous voyez donc la courbe rouge, c'est l'anifrolumab, c'est le traitement, versus donc, la courbe bleue qui était donc le groupe placebo, c'est-à-dire la personne ne recevait pas de traitement, ça veut dire ça, placebo. Et donc vous voyez qu'il y a une différence significative, en faveur donc, du traitement par nifrolumab, avec plus de réponses, vous voyez à peu près là 50 quand on regarde, versus environ 30. Alors c'est pareil, c'était sur un score qui s'appelle le BICLA, donc encore un score un petit peu complexe d'évaluation du lupus avec plusieurs, paramètres. Donc, la place de l'anifrolumab, c'est dans le lupus donc modéré à sévère qui est toujours actif malgré les traitements. On revient toujours aux problématiques des lupus qu'on appelle un petit peu réfractaires. Euh, Lupus systémique, mais pas dans le lupus rénal, hein, attention. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant avec cette molécule, c'est que elle semble être très intéressante dans les atteintes cutanées résistantes. Donc, on l'a rapporté il y a quelques temps avec le docteur Chassé, qui est un dermatologue, donc qui connaît bien le lupus, effectivement, on a pu, poser à certains patients et se rendre compte de l'efficacité effectivement, aussi dans la vraie vie, dans le lupus cutané résistant. Donc, les effets indésirables rapportés avec cette molécule, donc il y a un petit peu moins de recul, hein, vous l'avez compris, puisqu'il y a juste le suivi sur, 3 années là après, le début du traitement. Donc des infections respiratoires un petit peu plus fréquentes. Il y a aussi un signal important sur le zona. Donc, il faut que les patients connaissent les signes qui peuvent évoquer donc, ce qu'on appelle le zona. Et puis, on peut prescrire un traitement préventif s'il y a déjà eu un zona dans le passé. Et puis, sont rapportées aussi des réactions après la perfusion et des réactions d'hypersensibilité avec cette molécule. Donc, on va faire une pause pour passer un petit peu à vos questions sur les traitements immunosuppresseurs conventionnels et puis sur les biothérapies donc, qu'on vient de citer, l'anifrolumab et le belimumab. Je reprends un petit peu le fil de notre discussion. Alors, est-ce qu'on peut recevoir de l'endoxan une telle de jour? Eh bien, c'est un peu compliqué parce que vraiment, je vous disais, il y a une prémédication importante. Il faut mettre des perfusions pour hydrater, il faut mettre des traitements contre la nausée, tout ça et c'est un petit peu compliqué parce que donc souvent, ça ne tient pas à une telle de jour et c'est pour ça qu'on vous fait, comme dans le service, on a l'habitude de vous garder, une nuit pour pouvoir faire tous les médicaments, y compris les traitements après la perfusion en elle-même, qui sont donc hydrater et puis mettre des médicaments pour protéger la vessie. Alors, j'ai une question sur les immunosuppresseurs. Est-ce qu'ils ne sont prescrits que pour les insuffisances rénales, enfin pour les maladies rénales? Non. Hein, du coup, je vous réexplique, hein, les immunosuppresseurs, ils sont soit d'emblée aux atteintes sévères, donc atteintes rénales,
par exemple, mais ils peuvent être proposés aussi dans le lupus qui ne répond pas au traitement, on va dire, initial, qui correspond au plaquenil et ou aux corticoïdes. Je vais vous remontrer un petit peu après, quelle est la stratégie en fait, globale, de prise en charge. Alors on me pose la question par rapport à l'insuffisance rénale, donc c'est quelque chose qui existe, mais le but des traitements, effectivement, c'est de limiter ce risque d'insuffisance rénale. Donc, je vous ai montré une étude peut-être des années 90, hein, où on n'avait pas de traitement. Donc effectivement, on avait, un risque d'insuffisance rénale qui était important. On espère quand même, qu'avec les nouveaux traitements notamment, on améliore un peu plus à chaque fois ce risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale, et donc le pronostic, ce qu'on appelle le pronostic rénal, il est quand même maintenant plutôt bon, globalement, si on traite fort et tôt, la maladie du lupus. Alors, donc, on me pose la question sur l'endoxan, est-ce qu'il peut accélérer la ménopause? Eh bien, oui, en théorie. C'est pour ça que, on évalue toujours le bénéfice du traitement, donc, mais en cas de lupus sévère, effectivement, il faut utiliser l'endoxan. C'est quand même lié à la dose qu'on prend, donc c'est dose cumulée. Mais c'est sûr que si on a 40 ans et qu'on doit avoir des personnes endoxan, on sait que ça peut accélérer, l'insuffisance donc ovarienne et la ménopause, hein. Donc ça, c'est vrai, ça peut altérer la fertilité. Donc quand on est jeune, ça altère probablement très peu, mais quand on arrive déjà pas très, très loin forcément de la ménopause, oui, ça peut l'accélérer. C'est aussi pour ça qu'on vous propose maintenant, systématiquement de faire une évaluation de ce qu'on appelle la réserve ovarienne, parce qu'après tout, ça permet de faire un point, même quand on est jeune, et de savoir avant le traitement si, par malchance, on a déjà des problèmes d'insuffisance ovarienne qui pourraient être aggravés par les médicaments. Évidemment, on doit prendre ça en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait aussi, hein, l'évaluation de la fertilité. Et puis, bien sûr, on limite la dose d'endoxan. Ça, c'est aussi, un moyen de limiter ce risque. Alors, on me pose la question, est-ce que le CEL7, par exemple, hein, mais les immunoprédateurs, inhibe les anticorps pathogènes, mais inhibe aussi les anticorps sains? Eh bien oui, les immunosuppresseurs, d'autant plus les immunosuppresseurs conventionnels et généraux, effectivement, ils inhibent la réponse auto-immune dans le pus, ce qui est très bien, mais aussi la réponse, immunologique globale. Donc, ils diminuent les défenses contre les infections et donc ils peuvent faire baisser les anticorps qui sont censés nous défendre contre les virus, les bactéries et tout ça. Donc, par définition, un immunosuppresseur va altérer à différents degrés, par différentes voies, on va dire, la réponse, aux infections. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément plus d'infections, mais il faut en tenir compte, dans la surveillance et puis on peut avoir des infections qui vont être peut-être un petit peu plus sévères aussi, même si elles ne sont pas plus fréquentes. Quelle est la durée du traitement, immunosuppresseur? Exemple CEL7, bah, ça dépend, c'est pareil, c'est comme le plaquenil et la cortisone, c'est pas, c'est adapté au cas par cas. Il y a quand même des traitements, qui sont donnés, au minimum quelques mois, mais ensuite, c'est adapté. Alors, que pensez-vous du Benlysta, par exemple, en cas d'échec méthotrexate dans les cutanées articulaires? Bah oui, bah, c'est exactement la place, en fait, de ce traitement. C'est en échec des traitements habituels, donc ce qu'on appelle le lupus réfractaire. Eh bien, c'est exactement là qu'on met ces nouvelles molécules, ces nouvelles biothérapies. Donc Benlysta ou Safnelo, hein, anifrolumab ou Benlysta, peuvent être positionnés en échec, donc en 3e ligne éventuellement, de traitement. Vous me posez la question sur, les diapos, hein, vous les aurez dans la présentation effectivement, qui est enregistrée, il n'y a pas de souci. Les biothérapies existent depuis quand? Bah, je vous l'ai dit, ça fait quelques années que c'est en développement. D'abord dans notre maladie, avant le lupus, on va dire depuis une vingtaine d'années, il y a des biothérapies. Et puis donc le Benlysta, dans le lupus, c'est 2011. Alors, on me demande s'il y a combien de temps maximum on peut prendre un traitement, comme par exemple le méthotrexate. En fait, il n'y a pas de enfin, il n'y a pas de durée maximum. Ça peut être longtemps si on pense qu'il y a un bénéfice à contrôler la maladie par l'immunosuppresseur. Il y a pas de «délai limite» entre guillemets. Alors on me pose une question par exemple sur, c'est une bonne question sur
les interventions, les chirurgies, donc par exemple, une pose de prothèse de hanche est-elle compatible avec un traitement corticoïde et plaquenil et ou immunosuppresseur d'ailleurs? Eh bien oui, on peut faire des chirurgies, notamment des chirurgies en urgence évidemment, ou des chirurgies programmées sous traitement immunosuppresseur ou sous corticoïde. Il faut juste en discuter un petit peu et évaluer un petit peu, quel est le degré, d'importance de la chirurgie par exemple et puis, est-ce qu'il y a des mesures, à prendre par exemple? Parfois on suspend un petit peu le traitement immunosuppresseur quelques jours s'il y a besoin, pour limiter le risque d'infection du site par exemple de l'opération. Alors, c'est très intéressant. La question qu'on me pose là, c'est globalement, pourquoi les immunosuppresseurs, notamment les biothérapies, ne sont pas prescrits en première intention? Dans la mesure où il y a aussi des effets indésirables en première ligne. Eh bien, il y a quand même alors, le plaquenil, malgré ce que je vous dis sur la rétinopathie, est quand même mieux toléré au long cours d'un point de vue immunosuppression. Ce que je vous l'ai dit, il n'est pas immunomodulateur. Ensuite, la place des biothérapies, par exemple, par rapport aux immunosuppresseurs, elle est pour l'instant un petit peu réservée, aux lupus un petit peu résistants, mais en théorie, effectivement, peut-être à l'avenir, on pourrait imaginer que ce soit à peu près au même niveau, hein. D'ailleurs, dans l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché de ces médicaments, en théorie, ils sont prescrits. On peut les prescrire dès qu'on a un échec du plaquenil, globalement, et des corticoïdes. Alors, on me demande aussi ce que c'est que le zona. Alors, pardon, effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément le zona. Le zona, en fait, c'est une réactivation d'un virus, soit la varicelle, soit l'herpès, et ça fait une éruption, donc comme une varicelle, sauf qu'elle suit souvent un trajet nerveux. Donc, elle dessine très bien un trait comme ça. C'est quelque chose qui fait mal, avec donc une grosse éruption, et c'est donc un virus qui se réveille. Il faut donc avoir déjà eu la varicelle dans le passé ou bien un herpès pour le réactiver. Et donc, c'est un signe, en fait, d'infection virale et qui est favorisé par le fait d'être sous immunosuppresseur. Quelle est la durée moyenne d'efficacité d'un traitement immunosuppresseur? Enfin, c'est-à-dire le temps que ça met, je pense, à être efficace, si j'ai bien compris. Ça dépend. Ça dépend des traitements, c'est pareil. C'est un peu au cas par cas. En gros, on peut considérer que pour les atteintes non rénales, on évalue l'effet d'un traitement après 3 à 6 mois. Pour le rein, c'est un petit peu plus long. Alors, on peut exclure un nifrolumab, par exemple, en cas d'alopécie persistante, bah, pourquoi pas? C'est une sorte d'atteinte cutanée réfractaire, pourquoi pas? Alors, oui, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des questions, par exemple, sur le fait d'arrêter les traitements avant la grossesse. C'est pareil, ça dépend des médicaments. Donc, par exemple, le Celcept, on peut l'arrêter quelques jours après démarrer une grossesse. Par contre, le belimumab, le Benlysta, il faut 4 mois d'arrêt. Donc, ça dépend, chaque molécule, c'est différent. Effectivement, donc ça, il faut aussi poser la question. Ça se prépare un petit peu à l'avance, effectivement, l'arrêt des immunosuppresseurs en cas de projet de grossesse. Alors, on me pose à 2 reprises la question sur le Benessa qui pourrait aggraver une perte de cheveux. Je dirais plutôt non, c'est plutôt le lupus en lui-même probablement qui accentue un petit peu la chute de cheveux. Le Benlysta, c'est pas particulièrement rapporté en tout cas, que ça fait tomber les cheveux, mais c'est toujours pareil, on ne peut pas faire du cas par cas, il faut refaire le point avec le spécialiste du lupus. Donc, on me réinterroge sur le bénéfice et la surveillance en cas d'intention de dépression, mais est-ce qu'il peut provoquer une dépression? Bah, c'est peut-être l'hypothèse, en fait. C'est un petit peu compliqué. Dans les essais cliniques, vous savez, tout est surveillé. Et il se trouve qu'il y a eu un tout petit peu plus de dépression. Alors, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, un petit peu plus de dépression dans le groupe traitement par rapport au groupe placebo. Et puis, c'est quelque chose qui est resté après 10 années de suivi, 13 années de suivi. Donc, il y a un petit signal, mais c'est très complexe la dépression et les symptômes, voilà, et l'atteinte du moral dans les maladies chroniques. Donc, voilà, donc ça ne prenait pas le traitement. On peut prendre le traitement même si on a déjà eu une dépression, mais voilà, c'est des symptômes qui se surveillent. Et puis, en cas de trouble du moral, on doit faire une évaluation, effectivement, et c'est toujours pareil, est-ce que le traitement, il faut le continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Tout ça, voilà. Est-ce que le concept peut donner du psoriasis? Alors je dirais plutôt non, mais c'est pareil, ça c'est un petit peu au cas par cas. Heu, alors il y a des questions qui sont un petit peu plus, sur, les injections, des traitements dermato.
Je le remarque, l'épilation au laser, tout ça, c'est des choses qui vont être traitées par mon collègue dermatologue dans quelques mois. Donc il aura probablement beaucoup plus de réponses, fiables, que moi. Alors, il y a une bonne remarque, on me dit qu'il existe un vaccin contre le zona, c'est vrai, mais il n'est pas du tout pour l'instant proposé de le faire, dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de l'anifrolumab. Même le traitement, en prévention secondaire, c'est-à-dire de prendre des comprimés d'antiviral, ça n'est pas, recommandé, conseillé, proposé systématiquement sous anifrolumab. Donc, et puis le vaccin contre le zona, c'est vrai qu'en France, il n'est pas, particulièrement réalisé. Il est réalisé beaucoup aux États-Unis, mais pas en France. Et une dernière remarque, d'ailleurs, c'est un vaccin, je crois, qui est vivant atténué, on ne peut pas le faire n'importe quand. Alors, peut-on prendre Plaquenil ou Trisat dans l'ordre de la même prise? Oui, vous pouvez prendre les traitements en même temps, hein, globalement. Très bien. Donc, on va continuer un petit peu sur la présentation. Donc, on a parlé de toutes les molécules. Maintenant, on va un petit peu… alors, pardon, je vous fais un petit diaporama, un petit diapo pardon, sur le traitement de la d'atteinte cutanée qui vous seront redécrits par mon collègue au HSM. Mais globalement, il y a des traitements locaux, topiques, on appelle ça, des crèmes, des lotions, par cortisone ou par tacrolimus. Et puis, parfois, on donne deux médicaments qui s'appellent thalidomide et rivlimide. Attention, ils sont en autorisation temporaire dans le lupus. Ce pas des traitements qui ont été validés non plus par des études, en tout cas contre placebo. C'est parfois réservé au lupus cutané sévère, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, vous avez peut-être ce traitement. La prescription est très surveillée et ce traitement n'a d'effet que sur le lupus cutané. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des traitements pour le lupus systémique à maintenir en rémission. Ça ne traite que les atteintes cutanées, hein, le thalidomide et le rivlimide. Donc voilà, un petit mot là-dessus, mais ce sera traité par le docteur Chassel prochainement. Donc maintenant, comment est-ce qu'on utilise les traitements dans le lupus systémique? Donc là, je vous ai fait un petit peu la liste, voilà, des traitements qu'on a à disposition. Et maintenant, comment est-ce qu'on les utilise? Donc, il y a une approche dans le lupus qui s'appelle le treat to target, pour les maladies chroniques en général. Et puis, donc, depuis quelques années, on y réfléchit dans le lupus, qui est en fait une stratégie de traitement dont le but est de traiter pour atteindre des objectifs précis. C'est-à-dire que pour choisir mon traitement, je vais me donner un point dans le temps et avec un critère voilà, à atteindre pour améliorer au mieux et adapter au mieux mon traitement. Donc, ça implique de donner des traitements donc, avec donc une surveillance régulière, un rythme de surveillance régulier, d'ajouter les traitements en fonction de cette surveillance, avec un objectif en tête précis et bien sûr en limitant les effets indésirables des traitements que j'utilise, hein. Tout ça pour donc avoir un contrôle efficace des symptômes et puis pour avoir donc à long terme un objectif de diminution des séquelles et de qualité de vie. Donc cette approche to target, ça veut dire que on va adapter et combiner les traitements régulièrement jusqu'à atteindre en fait un objectif qui va être dans le lupus globalement la rémission, c'est-à-dire l'absence de symptômes cliniques. Donc, comment est-ce qu'on commence d'abord par contrôler la poussée pour limiter le risque de séquelles? Eh bien donc, le plaquenil, ça c'est toujours, vous l'avez compris, sauf contre-indication, toutes les formes de lupus, tous les patients, traitement par plaquenil. Souvent, donc, on ajoute des corticoïdes. La dose est adaptée en fonction de la sévérité de la maladie, hein, donc le plus souvent des corticoïdes, sauf par exemple s'il n'y a que la peau qui est atteinte. Ensuite, donc, si ce traitement-là, plaquenil et souvent corticoïde, est insuffisant, eh bien, on ajoute un immunosuppresseur conventionnel, exemple Methotrexate, MMF, Endoxan, en fonction des symptômes, c'est pareil. Si ce traitement est encore insuffisant, à ce moment-là, on va faire un changement pour un autre immunosuppresseur. Donc, je vous l'ai dit, voilà, on peut dire finalement, je change pour tel traitement, Cellcept, parce que je sais que ça peut marcher dans les articulations. Enfin, voilà. On choisit de faire un changement, ou bien on peut ajouter donc la biothérapie, ce fameux traitement un petit peu plus moderne, on va dire, qui a été évalué, associé aux autres immunosuppresseurs. On fait une réévaluation régulière qui va être variable tous les 1 à 3 mois. Le rythme dépend un petit peu des symptômes, voilà, de la sévérité et tout ça. Et puis, l'objectif qu'on a, donc, pour contrôler la poussée, c'est d'avoir des critères de rémission clinique, c'est-à-dire que nous, on a des scores, on a un objectif de n'avoir 0 symptôme. Donc,
On ne s'occupe pas des marqueurs immunologiques de la prise de sang, on s'occupe juste des symptômes. Donc, et puis, si on n'arrive pas à atteindre cet objectif principal de rémission clinique, c'est-à-dire 0 symptôme, on essaye au moins d'atteindre ce qu'on appelle le statut d'activité de la maladie minimale. Donc, c'est-à-dire avoir très, très peu de symptômes, très, très peu de gènes, et en tout cas le moins possible. Pourquoi est-ce qu'on essaie d'atteindre cet objectif? Parce qu'en fait, dans le lupus, maintenant, on le sait, atteindre la rémission clinique ou l'activité minimale de la maladie, ça permet d'éviter, sur le long terme, d'avoir des séquelles. C'est quelque chose qui a été prouvé. En pratique, par exemple, dans l'atteinte rénale, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'atteinte rénale proliférative active, toujours cette atteinte qui nécessite un traitement rapide. Donc, du plaquenil, oui. Des corticoïdes à forte dose, donc des perfusions de méthylprédnisolone, et un relais par la corticothérapie à forte dose, donc 0,5 à 1 mg/kg par jour, qui va ensuite être dans un second temps diminué. Mais on commence avec un traitement d'attaque, on va dire, avec un cortisone à forte dose. Et puis, d'emblée, on ajoute un immunosuppresseur. Donc, je vous l'ai dit, globalement, ça va être le MMF ou le cyclophosphamide. On choisit entre les deux. C'est quand même plus souvent le MMF, mais parfois, on peut être amené à discuter pour un sein sévère de commencer d'emblée par le cyclophosphamide. Et puis, donc maintenant, récemment, la place du belimumab, donc du Benlysta, d'emblée aussi associé au traitement d'attaque pour l'atteinte rénale. On réévalue éventuellement, évidemment régulièrement, un petit peu le traitement, l'efficacité et la tolérance. Et puis, on peut discuter de changer de traitement immunosuppresseur et donc d'inverser, par exemple, de dire, à la place du MMF, je vais mettre de l'endoxan, du cyclosphamide, ou bien l'inverse. Si après ça, on n'est encore pas satisfait de la réponse, on peut être amené à utiliser, à remplacer ou ajouter d'autres médicaments. Donc, je vous l'ai dit, les médicaments de troisième ligne, par exemple, tacrolimus ou rituximab. L'objectif qu'on a dans l'atteinte rénale, actuellement, il est bien défini, c'est d'avoir une protéinurie à 12 mois qui soit inférieure à 0,8 g par gramme. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été démontré. Il y a des études de suivi à long terme des patients qui avaient eu une atteinte rénale, et on sait que ce marqueur pronostic est important. On pense que les patients chez qui on a réussi à avoir une protéinurie qui passe en dessous de 0,8 g par gramme, eh bien, ils avaient, après 7 ans de suivi, moins de risque d'insuffisance rénale. Donc, c'est un objectif qu'on a, par exemple, dans le lupus rénal, avoir une protéinurie à 1 an inférieure à 0,8. Les traitements, ils ne sont pas changés forcément au bout de 3 mois ou 6 mois, mais en tout cas, voilà, à 6 mois, on peut discuter de changer de traitement. Et en tout cas, c'est sûr, à 1 an, si on n'a pas l'objectif, on change le traitement de l'atteinte rénale. Ou en tout cas, on refait une biopsie rénale pour vérifier ce qui se passe. Et puis donc, l'objectif à long terme, vous l'avez compris, ce n'est pas d'insuffisance rénale chronique en cas d'atteinte rénale liée au lupus. Un autre exemple, par exemple, c'est le lupus cutané sévère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'emblée, le plaquenil, qui a une très bonne efficacité dans le lupus cutané, donc un traitement vraiment très important. Les traitements locaux, éventuellement, donc des crèmes de cortisone ou de tacrolimus. J'ai ajouté quand même en italique, même si ce n'est pas un traitement spécifique, mais que c'est très important dans le lupus cutané, la protection contre les UV, et puis l'arrêt du tabac. Et puis, on peut, dans un second temps, si on n'est pas satisfait du traitement, ou si le lupus cutané est trop sévère, ajouter un immunosuppresseur, essentiellement dans le lupus cutané, méthotrexate. Et puis, si ça ne va pas, on peut discuter d'ajouter une biothérapie, donc l'anifrolumab, qui a montré qui a probablement un bon effet dans le lupus cutané, ou le belimumab. Et ou, éventuellement, en fonction du type de lupus cutané, on peut favoriser les éliminer en premier. Donc, vous voyez, avec tout ça, on a des stratégies de traitement et on ajoute les traitements, on les combine ou on les échange. L'objectif, c'est pareil, donc une réévaluation tous les 1 à 3 mois pour un objectif de rémission, c'est-à-dire, par exemple, dans le lupus cutané, plus de lésions inflammatoires actives, et puis, dans l'idéal, avoir peu ou pas de cicatrices en cas de lupus cutané qui donne des cicatrices, comme par exemple le lupus discoïde. Donc, voilà un petit peu ce qu'on appelle les stratégies de traitement d'attaque. Ensuite, un objectif qui est important, c'est de maintenir la rémission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à contrôler les symptômes et la poussée, eh bien, il faut garder la maladie endormie. Ce qu'on appelle un petit peu le traitement de fond. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour le traitement de fond? Eh bien, le plaquenil, je vous l'ai dit, et puis on sait que ce médicament permet la prévention des rechutes pour tous les patients qui ont un lupus. Donc, le plaquenil est poursuivi. Ensuite, les corticoïdes, donc on les maintient à la dose minimale de 5 mg par jour.
voir si on peut, on les arrête. Ensuite, et enfin, donc, les immunosuppresseurs et ou biothérapie, on les poursuit. Donc, pour l'atteinte rénale, c'est au moins 3 ans. Hein, ça a été démontré aussi l'année dernière, il n'y a pas longtemps, par une étude française, effectivement. Si on arrête les immunosuppresseurs avant 3 ans pour l'atteinte rénale proliférative active, probablement qu'on a plus de rechutes. Donc, c'est au minimum 3 ans quand la maladie est contrôlée. Et puis, dans les autres atteintes, il n'y a pas vraiment forcément d'études, c'est pas évident, c'est un petit peu au cas par cas, mais globalement, le traitement immunosuppresseur, il est maintenu souvent plusieurs mois ou années pour garder la maladie endormie plusieurs mois ou années et prévenir la rechute. Et puis donc, quand on est en rémission, on a une poursuite d'une surveillance qui est semestrielle en général, hein. Un objectif qui est important des traitements dans le lupus, on l'a déjà évoqué, mais c'est la qualité de vie. Donc effectivement, on sait que quand on contrôle la maladie de manière prolongée, on améliore la qualité de vie. Ça a été aussi prouvé avec les études, les évaluations avec les patients. Et puis donc, évidemment, la qualité de vie, ça veut dire aussi avec des traitements de fond qui soient équilibrés, on ne change pas tout le temps, qui ne soient pas trop compliqués à prendre, et puis qui soient donc bien tolérés, c'est-à-dire avec le moins d'effets indésirables possible, évidemment, pour les patients. Voilà un petit peu les objectifs de la stratégie thérapeutique actuelle dans le lupus. Donc maintenant, on va passer un petit peu à vos questions sur comment est-ce qu'on utilise les traitements, comment on combine les stratégies thérapeutiques. Voilà, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez posé comme question, et puis vous pouvez en poser d'autres en même temps. Donc, on me pose la question des atteintes neurologiques, par exemple, est-ce qu'elles sont traitées seulement par immunosuppresseur ou biothérapie? Eh bien non, vous avez compris qu'il y a une combinaison de traitements. Le plaquenil, il a toujours une place, même dans l'atteinte très sévère, pour contrôler le reste du lupus et puis pour rester là en plus. Et notamment dans le rein, on a prouvé que mettre du plaquenil en plus du traitement immunosuppresseur puissant et des corticoïdes, ça améliorait encore un peu plus la réponse. Alors, on parle de l'alimentation et tout ça, c'est des choses que je n'aborderai pas du tout, hein, parce que là, on parle vraiment de traitements spécifiques du lupus, hein, ce que je vous ai dit, parce que sinon, ce serait extrêmement large. Donc, aujourd'hui, on aborde des traitements vraiment des symptômes de la maladie qui sont, voilà, et tout ce qui concerne l'alimentation, la contraception et tout ça, ou par exemple le traitement du syndrome antiphospholipide, c'est des choses qui seront traitées plus tard. Alors, donc, on parle de la qualité de vie, effectivement, altérée, hein, avec le fait d'avoir plusieurs poussées, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'éviter en une stratégie thérapeutique, donc très, ce qu'on appelle le treat to target. Donc, on surveille de manière rapprochée et vraiment, on passe à chaque fois à des lignes de traitement supérieures quand on pense qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait à 3 mois ou 6 mois ou 1 an de traitement. Donc voilà, donc vous avez un petit peu moins de questions, mais c'est vrai que c'était une partie un petit peu moins longue et puis qui résumait un petit peu tout ce qu'on a dit, mais qui remettait un petit peu dans l'ordre les traitements. Donc les thérapeutiques, effectivement, comment on fait? Eh bien, on adapte un petit peu au cas par cas, mais il y a quand même des règles en fonction des atteintes du lupus. Dernière partie de la discussion du jour, donc c'est les essais cliniques dans le lupus systémique. Euh, On va aborder un petit peu cette thématique, puisque c'est important dans les maladies rares de savoir qu'il y a de la recherche clinique, qu'on essaie de développer de nouveaux traitements pour améliorer encore un peu plus la réponse déjà au traitement, et puis aussi la tolérance au long cours, et donc pour limiter les effets indésirables des traitements, même si on sait qu'ils fonctionnent, on essaie d'en avoir des encore plus performants pour accélérer la réponse et puis pour être bien toléré au long cours. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que les études cliniques? Parce que, avant d'aborder dans le lupus, il faut faire un petit peu de généralité. Donc, ça permet d'évaluer différentes choses. On peut, par exemple, évaluer un nouveau médicament. Donc, ou bien une association de traitement. J'ajoute un médicament avec le traitement standard et puis, peut-être que ça permettra, d'améliorer, la réponse, au traitement de la maladie. On peut aussi évaluer une façon de les administrer. Par exemple, vous disiez le Benlysta, il a été d'abord développé en intraveineux, puis ensuite en voie soutenue. Donc voilà, comment on les administre? Est-ce qu'on peut aussi voilà, les faire
espacé, pas espacé, voilà. On peut aussi réfléchir à ça, une stratégie donc d'administration. Et puis, une autre partie quand même de la recherche clinique qui est importante dans les maladies rares, c'est aussi des techniques donc de traitement ou de diagnostic. Par exemple, un test biologique qui nous permettrait de savoir, un petit peu à l'avance, s'il y a une rechute. Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans le lupus, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours dans la recherche clinique, dans le lupus. Donc vous avez un schéma à droite qui, explicite un petit peu les différentes étapes de l'essai clinique, donc l'essai thérapeutique, c'est-à-dire de l'essai, heu, d'un nouveau médicament, hein, en pratique. Donc d'abord, on a, la recherche en laboratoire. Donc ça, c'est la première étape. Donc, et sur les animaux, donc ce qu'on appelle préclinique, pour évaluer un petit peu les effets éventuels d'une molécule sur une maladie, une activité de la maladie, et aussi sa toxicité, éventuellement. Ensuite, on fait des essais cliniques de phase 1, donc c'est-à-dire des phases très, très précoces, qui vont être, testés sur l'homme. D'abord sur, on va dire, dans le cadre de personnes qui n'ont pas forcément de maladie chronique, ce qu'on appelle les volontaires ou les sujets sains, pour voir, pareil, est-ce qu'on peut l'utiliser avec sécurité? Est-ce qu'il y a des effets indésirables, éventuellement une toxicité qui est importante? Et ensuite, donc des phases 1, donc des études précoces, hem, avec quelques patients qui ont, la maladie chronique qu'on veut évaluer. Donc dans le lupus, les essais de phase 1, ça peut être avec, 10 patients, 15 patients, vous voyez, sur les essais mondiaux, parce que c'est une maladie rare, donc voilà. Donc une phase 1, vraiment évaluer un petit peu la sécurité de l'emploi. Et éventuellement aussi, ce que devient le médicament dans l'organisme. Comment est-ce qu'il est, absorbé? Est-ce qu'il passe par, le métabolisme rénal ou hépatique? Voilà, combien de temps on garde dans le sang? Et donc on fait des dosages aussi de médicaments dans le sang pour voir combien de temps il reste. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. Donc ça, c'est les essais de phase 1. Ensuite, ce qu'on appelle les essais de phase 2. Alors là, c'est phase 2 et 3, mais d'abord la phase 2. La phase 2, ça permet de quand même de valider l'absence de toxicité majeure. Donc on regarde sur plus de personnes, d'ailleurs plus de patients, parce que cette fois-ci, ce sont pour c'est les essais qui concernent les patients et puis volontaires sains. Donc la phase 2, c'est voir effectivement dans le lupus comment est tolérée la molécule. Et on peut confirmer la dose avec plusieurs, bras de traitement avec différentes doses. Et comme ça, c'est l'occasion, la phase 2, de choisir parfois une dose en fonction, ou même, si c'est une administration toutes les semaines ou tous les mois, par exemple. Donc il peut y avoir différents groupes de traitement dans les phases 2. Il y a toujours évidemment un groupe placebo, hein, pour, voir s'il y a plus d'effets indésirables, heu, que dans le groupe placebo, dans le groupe de traitement, et donc la tolérance des doses, quelle dose on ajuste un petit peu, ça permet aussi éventuellement de voir, de commencer à voir un petit peu s'il y a des signaux, d'efficacité du traitement. C'est-à-dire, est-ce que le traitement, il commence à avoir un effet bénéfique? Donc on regarde quand même aussi comment se comporte la maladie. Est-ce que, on a mis en rémission? Même si ce n'est pas le but de la phase 2, il y a parfois des choses qui peuvent tout de suite être remarquées ou remarquables dans les phases 2, encore précoces. Ensuite, si on confirme que la phase 2, dans la phase 2, que le traitement est, toléré chez les patients, qu'il n'a pas trop d'effets indésirables, qu'il y a peut-être une dose qui peut être intéressante, voir qu'il y a peut-être quelques petits signes pour une efficacité sur les scores, d'activité clinique, voilà, du lupus. À ce moment-là, on passe à la phase 3, avec cette fois-ci beaucoup plus de patients. Ça peut représenter dans le lupus, des cohortes, c'est-à-dire des nombres de patients dans le monde, on va dire de 300 à 500, 600 patients. Vous voyez, ça reste peu, mais on est dans une maladie rare. Et donc cette phase-là est importante, parce que cette phase-là, c'est vraiment évalué par plein de critères, si mon traitement est efficace par rapport à mon placebo. Il faut quand même avoir un seuil d'efficacité suffisant pour considérer ensuite que le médicament, peut être développé et qu'il a un intérêt pour suffisamment de patients. Donc on peut avoir un intérêt, un bénéfice personnel, ponctuel. Un patient peut être amélioré par un traitement en phase 3, mais pour autant, ce traitement ne sera pas validé, plus tard, parce qu'en fait, on estimera que le bénéfice n'est pas suffisant pour assez de patients. Ça, c'est ça aussi qui est un peu complexe, d'autant plus dans le lupus, puisque dans le lupus, vous savez que les lupus sont très différents les uns par rapport aux autres. On a des poussées qui sont très variables, et donc du coup, c'est pas toujours évident de comparer, une péricardite, une polyarthrite, un lupus cutané, par exemple. Donc, cette phase 3, c'est vraiment: est-ce que le médicament est efficace sur ma maladie lupus? Quand on a passé la phase 3, il y a donc toutes les étapes administratives éventuellement, de proposition et de validation
du médicament pour qu'il soit accessible peut-être pour les patients. Et ensuite, donc, c'est les phases 4, c'est-à-dire que c'est des études de suivi après mise sur le marché pour suivre le produit quand il a été voilà, indiqué dans une maladie, dans la vraie vie, entre guillemets. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs phases dans les essais cliniques. Dans le service, par exemple, vous pouvez être amené à participer à des essais de phase 1, de phase 2 ou de phase 3. Et puis la phase 4, elle peut être effectivement alimentée par ce qu'on appelle des registres. Exemple, suivi aussi de la grossesse, voilà, des registres où on peut déclarer des choses qui se passent, même après que le médicament a été mis sur le commerce. Pourquoi ensuite les essais cliniques dans le lupus, finalement? Quel serait l'intérêt pour les malades qui ont un lupus d'avoir de nouveaux traitements dans cette maladie? Eh bien, donc, on pourrait imaginer qu'on puisse diminuer le délai de réponse au traitement. Au lieu de mettre 6 mois ou 1 an, peut-être qu'on pourrait accélérer la réponse au traitement, notamment par exemple pour la protéinurie, je vous l'ai dit. On a un objectif de protéinurie à 1 an diminué. Peut-être que si on augmente l'efficacité des traitements, eh bien, on pourrait atteindre ce protéinurie plus facilement à 1 an. Pourquoi également pour améliorer la durée de maintien de la rémission. Finalement, une fois qu'on a réussi à contrôler les symptômes, eh bien, si on pouvait garder la maladie endormie de manière prolongée, c'est intéressant aussi. Et puis, un objectif qui est très important, c'est diminuer la dose de corticoïdes. Vous l'avez compris, les corticoïdes, c'est un traitement très important, mais on ne peut pas le garder au long cours. Donc, ce qu'on appelle l'épargne cortisonique, maintenant, c'est un objectif qui est souvent visé dans les études, c'est-à-dire qu'on veut à la fois être en rémission prolongée et en même temps ne pas avoir de cortisone et pouvoir baisser très vite, ou en tout cas le plus vite possible, la cortisone, voire l'arrêter. Éventuellement, si on peut aussi réussir à avoir des effets indésirables minimum avec les nouveaux traitements, ça c'est important, notamment sur le long cours, donc des molécules qui seraient mieux tolérées, voilà, qui pourraient être développées. Et puis donc ce principe de multithérapie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on associe les traitements pour aller vite, pour faire mieux, voilà. Donc pourquoi pas des lupus qui ont différentes formes, pourquoi pas mettre plusieurs traitements d'emblée et ne pas passer par étapes. Ça, c'est quelque chose aussi qui est en train d'être évalué dans le lupus. Peut-être qu'il faut finalement traiter fort et vite, plutôt que de traiter par étapes. Ça, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Ça pourrait être discuté. Évidemment, sous réserve que ce soit bien toléré, tous ces traitements associés. Donc, quand est-ce qu'on peut proposer à un patient de participer à un essai clinique, finalement, à un patient lupique? Eh bien, en cas de lupus qui ne répond pas suffisamment au traitement conventionnel, on peut proposer, voilà, le lupus reste actif sous plaquenil et corticoïdes, par exemple, à une dose qu'on n'arrive pas à baisser, ou un immunosuppresseur qu'on a ajouté et on n'a pas de réponse. Eh bien, on peut envisager peut-être de réfléchir à la possibilité d'inclusion dans une étude qui évalue un nouveau traitement. Quand est-ce qu'on peut proposer également participer à un essai clinique en cas d'atteinte rénale sévère, enfin pardon, en cas d'atteinte sévère notamment rénale, d'emblée, puisqu'en fait maintenant, l'objectif c'est d'aller au plus vite à la rémission et d'avoir le plus de personnes qui vont répondre vite au traitement. Et donc maintenant, pourquoi pas proposer d'emblée, dès le premier traitement de l'atteinte rénale, sans attendre, 2 ou 3 traitements combinés plutôt qu'un seul traitement immunosuppresseur. Et puis, on peut être amené à proposer, quand un patient participe à un essai clinique, en cas d'une recherche, par exemple un marqueur sanguin, ou bien l'évaluation d'une pratique. Donc, dans le service, par exemple, on a été amené à vous proposer de participer à des prises de sang pour évaluer l'interféron. Donc, cette molécule, on en a déjà beaucoup parlé, qui est un marqueur possiblement d'activité de risque de rechute, en tout cas qui est une molécule qui est souvent augmentée et qui a été démontrée comme pathogène dans le lupus. Et donc, vous le savez qu'il y a même des médicaments maintenant, donc anti-interférons. On peut aussi évaluer une pratique, donc je vous donnais l'exemple tout à l'heure de corticolup, c'est-à-dire est-ce que finalement on peut arrêter la cortisone quand le lupus est contrôlé après une année? C'est ce qu'on avait évalué comme pratique. Donc tout ça, ça peut être pertinent d'étudier un petit peu dans le lupus toutes ces situations et de proposer des essais cliniques, des essais thérapeutiques, des nouveaux médicaments et tout ça. Alors, comment ça se déroule dans l'essai thérapeutique en pratique? Comment est-ce que vous pouvez participer? D'abord, évidemment, il faut une information par le médecin référent du lupus sur les essais thérapeutiques qui sont en cours éventuellement, qui sont en cours en France, qui sont en cours dans le service, qui sont en cours, voilà, qui sont connus, pourquoi pas.
Ensuite, il y a une discussion, évidemment, au cas par cas avec le patient en fonction des symptômes, du type de poussée, des traitements dans le passé qui ont déjà été essayés, éventuellement de comment s'administre le traitement à l'étude. Est-ce que c'est plutôt des comprimés, des perfusions? Voilà, il y a des gens qui préfèrent éventuellement d'autres différentes façons d'administrer. Et puis de comment va se passer le suivi. Ça reste important parce qu'effectivement, parfois, il y a des suivis qui sont très rapprochés dans les protocoles de recherche clinique, hein, puisqu'on peut être amené à être vu tous les mois, mais parfois toutes les semaines. Voilà, donc ça dépend un petit peu aussi. Pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, ça dépend un petit peu aussi des études et des médicaments et de ce qu'on veut faire. Ensuite, on peut donc discuter en fonction de tout ça, de la possibilité ou non de participer à un essai en cours. Donc ça, il y a ce qu'on appelle des critères d'inclusion dans les études, c'est-à-dire que, un petit peu des profils de type de poussée, voilà. Est-ce que oui ou pas ça correspond éventuellement, au type de poussée qui est, en évaluation dans l'étude? Et puis si, le patient est intéressé pour participer, à ce moment-là, on peut lui remettre ce qu'on appelle la note d'information ou le consentement de participation pour lecture. Il y a toujours un délai de réflexion, donc on ne va pas commencer, une étude juste après en avoir parlé, hein. Il y a toujours, de toute façon, du temps qui est laissé aux patients pour réfléchir, voilà, évaluer, en discuter avec son entourage avant de se décider. Il n'y a jamais d'urgence voilà, à participer, en tout cas immédiate. Ensuite, donc, si finalement eh bien, le patient est d'accord et que le médecin pense que les critères d'inclusion sont remplis, on peut donc commencer l'étude et donc avant toute intervention, de toute façon, on doit signer donc les consentements de participation. C'est quelque chose de réglementaire, hein, c'est très surveillé les essais cliniques. Donc avant de tout prélèvement sanguin même ou voilà, ou score, ou, tout ça doit être voilà, accepté par le patient et par le médecin responsable aussi de l'étude. Donc ensuite, il y a une première visite qui s'appelle la visite de sélection ou de screening. En fait, en pratique, on présente le dossier du patient, bien sûr, qui est anonymisé à l'étude, hein, et puis on remplit plein de questionnaires et on évalue la maladie, donc de manière clinique et biologique, donc les scores d'activité donc pour les docteurs, mais aussi les scores en fait pour les patients, des scores par exemple de qualité de vie, de fatigue, de symptômes, de voilà, plein de choses qui sont consignées, un peu comme une photo un petit peu globale de la maladie et des prises de sang et tout ça qui sont envoyées. Et puis en fait, il se passe une phase de quelques semaines, 1 à 4 semaines, on appelle la phase de screening, où tout ça est vérifié, notamment par le laboratoire qui mène l'étude, hein, avant de débuter le traitement. Et enfin, donc, l'initiation du traitement, donc la visite qu'on appelle jour 1, là, on démarre le traitement à l'essai. Le traitement, bien sûr, ou le placebo. Je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais de manière globale, toutes les études médicamenteuses aujourd'hui, elles sont faites contre placebo, c'est-à-dire contre euh, l'absence de traitement, pour bien montrer que ce n'est pas un effet lié au suivi, au fait d'avoir une perfusion qui influence les résultats, du point de vue du médecin comme du point de vue du patient, mais c'est bien le fait de recevoir le traitement. Les visites ensuite de suivi donc, sont planifiées de manière voilà, régulière avec des évaluations de la maladie par le médecin et par le patient. Et puis, il y a un recueil systématique de ce qu'on appelle les événements médicaux intercurrents, parce qu'en fait, ça peut être des effets indésirables éventuels. Hein, donc, tout est consigné, tout ce qui peut se passer. Et finalement, que vous reçoive le placebo ou le traitement, bah, c'est pareil. On recueille pareil les événements et puis ensuite, bah, c'est traité dans un second temps. Et bien sûr, on note aussi la notification de traitement, puisque on ne sait jamais, peut-être qu'un traitement peut influencer le traitement à l'étude. On peut arrêter de participer à une étude à n'importe quel moment, ça c'est important aussi, soit parce que le patient dit moi j'arrête, bon voilà, soit aussi parce que nous on pense qu'on a un échec de traitement et que ça ne nous convient pas après, donc 3 mois ou 6 mois, on peut à n'importe quel moment bien sûr arrêter de participer à un essai clinique. Ce n'est pas quelque chose de fixé. Alors, ça, c'est une figure que j'ai extraite d'un article qui vient d'être publié donc, là, en début 2023, qui essaie de résumer un petit peu tous les essais cliniques qui sont dans le lupus. Donc, vous voyez qu'il y a eu 92 molécules, enfin, il y a actuellement 92 molécules en cours de développement, et donc tout ça, ça a été les différents essais de molécules récentes là, dans le lupus. Donc, alors, vous voyez la cible, le centre de la cible, c'est finalement ce qui a été, c'est en fait la finalité, c'est la phase 4, c'est qu'est-ce qui a été commercialisé. Donc vous voyez, vous reconnaissez nos 2 molécules, le belimumab et l'aniflimab, hein, qui sont là. Donc elles sont au milieu de la cible.
Ensuite, vous avez le cercle autour, ce qu'on appelle les traitements en phase 3. Donc, en phase un petit peu avancée, on est en train, où on a évalué l'efficacité du traitement. Autour encore, donc c'est les phases 2, en orange clair, on va dire. Donc ça, c'est toutes les molécules qui sont ou ont été évaluées donc, en phase 2 de tolérance dans le lupus. Et puis, vous avez des molécules là, qui sont autour, qui sont en phase 1. Alors, il y a un code couleur. Donc, en fait, ce qui est en marron, ça veut dire que c'était négatif. C'est-à-dire que ça n'a pas marché et que ça a été arrêté. Vous voyez que dès la phase 1, il y a des médicaments qui ont été abandonnés. Ensuite, vous avez le code couleur bleue. Ça veut dire que c'est les molécules qui sont encore en cours d'évaluation. Donc, on ne sait pas. On n'a pas les résultats, on les attend. Et puis, vous avez donc en vert, c'est complété, pardon, c'est positif, c'est-à-dire qu'on pense que ça va continuer et donc, du coup, on attend la suite. Donc, les deux étant, voilà, validés étant Benlysta et puis donc Safnello au cœur de la cible. Donc, vous voyez aussi autour, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un petit peu classé par type d'action sur le système immunitaire. Donc, par exemple, là, c'est toutes les molécules qui vont interagir avec les lymphocytes B, on en a beaucoup parlé, là, avec les lymphocytes T. Là, c'est ce qu'on appelle la co-stimulation, donc c'est-à-dire la coopération entre les globules blancs, donc lymphocytes T et B. Là, vous avez, par exemple, toutes les molécules qui vont interagir avec, tous les traitements qui sont, en fait, qui vont interagir avec les molécules d'inflammation, qu'on appelle cytokines et chémokines, et aussi les récepteurs à ces molécules, donc par exemple les anti-interférons, on vous en a parlé, et puis voilà, donc encore d'autres mécanismes d'action plus complexes. Donc tout ça, ce sont des molécules qui ont été testées ou qui sont en cours d'essai dans le lupus. Si on fait un focus un petit peu sur les phases 3, si on se concentre un petit peu sur le cœur de la cible, donc je vous l'ai dit, mise sur le marché, donc aujourd'hui on a le belimumab, le Benlysta, et puis l'anifrolumab, donc le Safnello, qui a été autorisé et qui va donc être disponible bientôt sur le marché. J'ai ajouté une troisième molécule en vert, donc qui a été en fait autorisée dans certains pays, qui s'appelle la voclosporine, mais dont on vient d'avoir la réponse des autorités françaises, c'était il y a quelques semaines à peine, ce médicament ne sera pas autorisé en France, bien qu'il ait été autorisé aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe. Voilà, l'HAS a estimé que le bénéfice n'était pas suffisant, qu'il n'y avait pas assez de preuves et qu'il demandait plus de résultats au laboratoire qui a développé cette molécule. Donc la voclosporine, qui était développée dans l'atteinte rénale proliférative active et sur laquelle on avait éventuellement placé un petit peu d'espoir, finalement, ne sera pas disponible en France. En tout cas, pour l'instant, pas de résultats suffisamment convaincants pour l'HAS. Donc, je l'ai quand même rajouté parce que voilà, c'est mis sur le marché, mais ce n'est pas disponible pour nous. Et donc là, il y a deux petites corrections. Je vais vous dire après pourquoi. Donc, en gros, donc, si on prend donc, le code couleur, ce qui est en marron, ça n'a pas marché. Voilà, des échecs de molécules. Vous voyez, le rituximab, je vous en ai parlé, il est utilisé, mais il a été non efficace dans les essais cliniques. Donc, il est là. Bon. Vous avez donc en bleu les molécules qui sont en cours en termes de résultats. Donc, je les ai classées par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de, voilà, il y a pas du tout de préférence, c'est juste pour les lister. Oh, pardon. Donc, une molécule qui s'appelle dapirolizumab pégol, donc c'est un anti-CD40, donc voilà, ça interagit avec un récepteur de lymphocytes. Cette molécule, elle se fait en perfusion, donc voilà, elle est en cours de phase 3, on attend les résultats. Une molécule s'appelle ianalumab, donc ça c'est un anti-récepteur BAFF, donc c'est voilà, un peu l'équivalent du mécanisme d'action du belimumab. Donc c'est pareil, ça c'est en cours d'analyse, on ne sait pas, c'est une phase 3, donc peut-être, vous allez entendre parler de ce médicament dans quelques temps. Le litifilimab, donc celui-ci, il inhibe l'interféron de type 1, donc un peu un mécanisme voisin de l'anifrolumab, donc voilà, en attente aussi. L'obinutuzumab, alors je l'ai souligné parce qu'il a deux indications, donc c'est intéressant parce qu'il il est aussi en cours d'essai dans le lupus avec atteinte rénale active, donc dans le lupus systémique réfractaire, mais aussi réfractaire, résistant, modéré à sévère, mais aussi dans le lupus rénal, donc contrairement aux autres. Donc deux études parallèles donc de phase 3, lupus systémique et lupus rénal actif. La dernière molécule que je vous ai listée, donc c'est le telitacicept, donc c'est pareil, c'est encore un traitement en injection. Tout ça, c'est des traitements en injection, en fait, là, il n'y a pas de comprimé. Alors, injection IV, intraveineuse ou cutanée, mais ce n'est pas les médicaments qui seront disponibles en comprimé.
Aussi en cours d'étude, donc résultat en attente. Alors ça, c'est un médicament un petit peu différent parce qu'il a été autorisé en Asie, en Chine, mais il n'a pas du tout fait ses preuves en Europe, donc pour l'instant, et aux États-Unis. Donc pour l'instant, il est en essai de phase 3 dans les pays, on va dire, hors Chine. Et donc, je vous ai mis sécukinumab là, sécukinumab qui était en bleu, mais il y a quelques jours à peine, probablement, il a été, voilà, il va s'arrêter, hein. Il a été dit qu'il allait être probablement arrêté en cours de phase 3. Et puis, les pratuzumab, ça, voilà, c'était une erreur. En fait, il a été aussi négatif, donc l'essai des pratuzumab en 2018. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de molécules, il y en a encore en attente, mais finalement, à la fin, là au centre, eh bien, vous avez pour l'instant 2 molécules qui sont accessibles après tous ces essais cliniques. Donc, voilà, maintenant je vais laisser un petit peu la place à vos questions sur les essais cliniques. C'est bien parce qu'on est à peu près dans les temps. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire et puis on va terminer avec les questions sur les essais cliniques, la recherche clinique. Et peut-être qu'on fera un petit point général s'il y a des questions encore, qu'on a 2 minutes. Alors, donc, on me pose la question de quels patients intègrent les essais cliniques et comment sont-ils choisis? Alors, ils ne sont pas vraiment choisis, quoique, effectivement, je vous l'ai dit, il y a quand même des critères qu'on appelle d'inclusion, c'est-à-dire que il faut avoir un lupus actif, évidemment, des symptômes, la plupart du temps, hein, sauf pour les phases très précoces 1, où on évalue uniquement la tolérance, mais sinon, quand on évalue l'efficacité, eh bien, il faut qu'il y ait un minimum d'activité du lupus. Donc, un lupus actif, ça se définit par quoi? Par des critères que nous, on a des scores d'évaluation de maladie active. Donc, par exemple, avoir une polyarthrite, avoir des lésions cutanées, ça peut donner des points, on va dire, dans les scores d'activité clinique. Et puis, parfois, il y a des critères biologiques. Il faut avoir aussi des marqueurs anti-ADN très positifs, le marqueur complément qui est APC, voilà, des choses comme ça qui font qu'on a un peu des scores de points. Et puis, le plus souvent, les essais cliniques dans le lupus systémique actif résistant, c'est d'avoir, par exemple, le score SLEDAI clinique au moins à 4 et le score SLEDAI général à 6. Voilà, par exemple, typiquement, ça, c'est un peu des critères actuellement un peu classiques dans les essais cliniques. Donc, il faut avoir un lupus actif. Il ne faut pas avoir de traitement ou de maladie associée qui éventuellement serait contre-indiquée dans les essais cliniques. Je ne sais pas, par exemple, pour une insuffisance rénale sévère, un problème de maladie du foie, des choses comme ça, une hépatite virale active, voilà. Il y a des choses qui sont il y a des pathologies associées qui peuvent être des contre-indications aux essais cliniques, voilà, parce que voilà, c'est quand même une exposition à des molécules et tout ça, et puis donc on évite d'avoir des patients avec insuffisance rénale, par exemple, parce que probablement qu'ils n'ont pas besoin des mêmes doses, qu'ils ont plus de risques parfois d'effets indésirables. Et donc une fois qu'on a à peu près vu un petit peu la maladie active et les critères qui s'y peuvent correspondre, effectivement, il faut aussi avoir un accès à un centre qui participe de ces cliniques, ce qui n'est pas évident puisqu'il y a beaucoup de contraintes malgré tout et de surveillance et de réglementation associées à ces cliniques, évidemment, pour aussi les médecins qui mènent les essais cliniques avec le laboratoire voilà, dans les services. Il faut être formé aux essais cliniques, il faut être formé spécifiquement à chaque essai clinique pour chaque molécule. Il y a plein de choses protocolaires, il faut connaître les scores d'activité, il faut, voilà, faire plein de choses. Donc, on ne peut pas faire l'essai clinique dans tous les services qui s'occupent de lupus. En gros, certains centres de référence ou de compétences dans le lupus participent aux essais cliniques, mais pas tous les centres, tous les services. Et donc, le médecin du lupus ne peut pas vous faire participer aux essais cliniques. Alors, pour la phase 3, s'il y a peu de patients pour un type de lupus, est-ce que cela veut dire que le traitement a peu de chances de voir le jour? Alors, il y a un nombre minimum de patients, entre guillemets, demandés. Ça, c'est des choses qui sont calculées avec des statisticiens, hein. Voilà, on dit que pour avoir démontré un effet de 20% par exemple d'efficacité, il faut autant de patients. Ça, c'est des calculs statistiques. Dans toutes les études, c'est comme ça. Donc, en fait, donc ça, c'est prédéfini à l'avance. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut 420 patients, par exemple, dans l'étude, et donc dedans, 210 dans le groupe de traitement et 210 dans le groupe placebo, ça a été défini à l'avance pour que ce soit indicatif. Donc ça, c'est posé à l'avance. Donc, si par hasard, effectivement,
les essais n'arrivent pas à trouver des patients, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à inclure le nombre minimum requis de patients, effectivement, l'essai peut s'arrêter parce qu'il n'y a pas suffisamment de patients pour avoir un niveau de preuve suffisant. Donc ça peut arriver. Mais voilà, on fait tout évidemment pour que les essais, qu'il y ait un nombre de patients suffisant pour qu'au moins les essais aillent au bout. Après, s'ils sont négatifs, c'est autre chose, si les résultats ne sont pas contributifs, mais au moins d'avoir suffisamment de patients. Mais c'est vrai que ça peut être difficile dans les maladies rares comme le lupus, puisque c'est beaucoup plus compliqué que par exemple dans le diabète, où on a des milliers de patients partout, et donc on fait des études sur 10 000 patients, quoi, vous voyez. Alors, quelqu'un me commente en disant qu'il participe à une étude à Montpellier, effectivement, et parce qu'elle ne répondait pas à un traitement. Donc, c'est un petit peu la situation voilà, dans laquelle on peut être amené à dire bah, parfois, on a des lupus résistants, et bien c'est l'occasion de participer peut-être avec de nouvelles molécules à améliorer la poussée du lupus. Exactement. Alors, on me pose la question de est-ce qu'il faut arrêter les traitements? C'est une bonne question pour un essai clinique. Bah, ça dépend. Non, pas forcément. Non, 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 bien sûr, pas forcément. Parfois, oui, il y a des médicaments qu'on ne peut pas combiner, tant plus quand ils se ressemblent sur le mécanisme d'action. Mais comme je vous l'ai dit aussi, par exemple, les biothérapies, elles ont été souvent évaluées associées au traitement immunosuppresseur conventionnel. Donc, c'est possible. Par contre, avoir un immunosuppresseur et une biothérapie et un essai clinique, enfin, une molécule et un essai clinique, c'est probablement pas possible. Donc, on doit effectivement, vous avez raison, faire des arrêts de traitement parfois, plus ou moins longs, puisqu'en fait, le médicament, il faut qu'il s'élimine du sang. Donc, des fois, on demande un délai d'1 mois, mais des fois, on demande 3 mois ou 6 mois pour qu'il n'y ait plus l'effet du traitement préexistant avant de faire l'essai clinique. Alors, on pose la question sur le rituximab. Effectivement, l'étude sur le rituximab, il y en a eu plusieurs. Notamment, il y a eu l'étude LUNAR qui a beaucoup fait parler d'elle, donc qui était dans le lupus rénal. L'étude dans le lupus rénal et dans le lupus non rénal, les 2 études ont été négatives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas démontré l'efficacité suffisante pour que le rituximab puisse être prescrit à tous les patients, voilà, dans l'indication. Mais comme je vous l'ai dit, il est parfois utilisé de manière voilà, très spécifique pour certains symptômes, soit parce qu'on sait que dans ce symptôme-là, même en dehors du lupus, ça peut être efficace, soit parce qu'on n'a pas forcément d'autres options. Mais c'est vrai que l'étude de l'époque dans le lupus systémique résistant ou dans le lupus rénal actif, ces 2 études ont été négatives. On me pose la question, oui, je vais répondre quand même bien sûr sur le résultat de l'évaluation sur l'arrêt de la cortisone. En fait, ce qu'on avait démontré, c'était qu'en fait, arrêter la corticothérapie prolongée, ça pouvait favoriser les risques de rechute. Il y avait beaucoup plus de rechutes dans le groupe arrêt que dans le groupe poursuite. Et donc, ça veut dire que c'était aussi un traitement de fond. C'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'était que c'était quand même bien toléré. En tout cas, sur 3 ans de suivi, le traitement n'avait pas d'effet indésirable à cette dose minimale. Et donc, on pouvait garder ce traitement pour contrôler les poussées aussi. Alors, c'est très intéressant la question que je vois là, effectivement. Je ne l'ai pas évoqué parce que c'est vraiment une thérapie, c'est pas un médicament, mais c'est une thérapie qui est en cours d'essai, vous avez raison. Donc, il y a quelqu'un qui me demande si enfin voilà, qui a entendu parler pardon, de la nouvelle thérapie cellulaire dans le lupus systémique, ce qu'on appelle les CAR T-cells. Donc oui, alors ça c'est très, très particulier. Les CAR T-cells, en fait, ce sont des globules blancs, donc des lymphocytes T, qui sont modifiés et qu'on modifie pour qu'ils puissent attaquer directement un composant spécifique du système immunitaire. Donc c'est un traitement qui est très puissant. Ces traitements qui ont été expérimentés dans les greffes, dans les maladies hématologiques, dans les leucémies, dans les lymphomes, quand il fallait éliminer, en fait, tuer entre guillemets des cellules cancéreuses, quoi. Donc dans le lupus, c'est en cours de développement. Effectivement, alors ça va être réservé quand même aux atteintes très sévères et réfractaires du lupus, puisque c'est un médicament qui est très puissant, qui nécessite d'être traité par forte dose d'immunosuppresseurs pour complètement nettoyer le système immunitaire des cellules
entre guillemets, pathologiques ou malades. Et puis ensuite, on implante ces cellules. Ça veut dire qu'on est pendant quelques jours hospitalisé, en secteur stérile. Enfin, voilà, c'est quand même un traitement, mais ça pourrait être un espoir dans le lupus systémique sévère réfractaire. Il y a des publications récentes, effectivement, notamment une série allemande où il y a 7 patients traités et puis, a priori, 7 réussite sous traitement, mais qui est un traitement qui est très lourd, qui n'est pas du tout un traitement conventionnel, qui va vraiment être réservé aux atteintes résistantes en fait, à toutes les lignes de traitement qu'on vient juste d'évoquer. Et effectivement, on va, nous, dans quelques jours, normalement, ouvrir éventuellement cette étude dans notre service. Alors, oui, il y a une question, c'est vrai, bien sûr. Est-ce que les patients qui participent aux essais cliniques sont au courant qu'ils ont des médicaments ou des placebos? Eh bien, par définition, non. Mais nous non plus, figurez-vous. En fait, l'intérêt d'avoir des études qu'on appelle en aveugle, c'est-à-dire que personne ne sait ce qu'il reçoit, c'est d'être sûr que l'évaluation qu'on fait, elle va être correcte. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser influencer, les docteurs comme les patients, par le fait de recevoir un traitement ou non, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que pour pas que le médecin se dise: «Bah oui, moi je suis sûr que ce traitement il fonctionne, ça va aller mieux», il va peut-être un petit peu dire: «Bah voilà, le lupus va mieux, je pense». Alors qu'en fait, voilà, de manière objective, il n'est pas sûr. À l'inverse, par exemple, les patients peuvent effectivement, du fait d'avoir des perfusions, peut-être se sentir un peu mieux, ce qui est bizarre, mais qui s'appelle l'effet placebo. C'est quelque chose qui est connu. Ou à l'inverse, avoir des effets indésirables du fait d'avoir une perfusion, ressentir des choses, se sentir, voilà, ce qu'on appelle l'effet nocebo. C'est-à-dire que quand on prend un traitement, on se dit: «Ah, il me donne un effet indésirable». Quand on prend un traitement, on me dit: «Tiens, forcément, ça va me faire du bien». Donc pour éviter tous ces biais d'interprétation, ni les patients, ni les médecins ne savent qui reçoit quoi. Par contre, si jamais il y a une situation d'urgence, on a le droit de demander immédiatement à, «lever le secret» entre guillemets, c'est-à-dire lever l'aveugle et demander, tout de suite si le patient reçoit le médicament, notamment si on a un effet indésirable ou quelque chose une grossesse, enfin je ne sais pas. On peut tout de suite lever bien sûr le bras de traitement et sinon, on aura les résultats une fois que l'étude sera terminée et que tous les patients auront fini, pour ne pas être influencés d'ailleurs pour les autres patients éventuellement qu'on suit. Donc les patients qui participent à ces cliniques, souvent, on leur donne leur groupe de traitement, heu, quelques mois, voire années après leur participation. Donc on a l'information, mais on l'a très tard, une fois que tous les résultats sont sortis et puis que tous les patients ont fini leur traitement. Alors, on me pose la question sur est-ce qu'on peut revenir sur le traitement anti-interféron? Donc le traitement anti-interféron, c'est le dernier qui a été autorisé effectivement pour le lupus. Donc c'est la deuxième biothérapie validée dans le lupus systémique. Ça s'appelle donc l'anifrolumab. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de vous le mettre, mais je vais vous le rajouter dans la dernière diapo. En fait, l'anifrolumab, donc il vient d'être validé dans le traitement du lupus systémique modéré à sévère et qui résisterait au traitement conventionnel. Conventionnel égale plaquenil plus ou moins corticoïde plus ou moins immunosuppresseur, en gros. Donc probablement on va le réserver, voilà, aux lupus qui ne répondent pas à cette ligne de traitement-là. Et puis il y a un effet très intéressant sur les atteintes cutanées. Donc possiblement aussi, dans le lupus cutané un peu résistant, on ira à ce traitement, facilement. Et je ne vous l'ai pas dit, et d'ailleurs j'aurais dû le rajouter, mais mes collègues n'ont pas fait sur cette figure, que je vous ai présentée sur l'essai clinique. En fait, l'anifrolumab, il est également en cours, d'essai, dans, le lupus rénal actif. Donc actuellement, un essai de phase 3 avec l'anifrolumab, sur la dernière diapo, donc celle-ci, on pourrait le replacer ici, l'anifrolumab, vous voyez, je l'ai oublié, mais c'est une bonne remarque, il faudra que je le rajoute, dans la phase 3, lupus rénal, donc il est en cours d'évaluation. Donc peut-être qu'on aura une autre indication, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour ce traitement, anti-interféron. Alors, il est 19 h. Je vois qu'il y a des gens qui me disent merci et au revoir. Donc effectivement, bon, évidemment, hein, on peut encore discuter longtemps, mais voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations déjà, sur les médicaments. Vous pouvez bien sûr en discuter avec vos médecins. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est au cas par cas, que le lupus systémique,
il est unique pour chaque patient et puis que les traitements, du coup, sont forcément adaptés pour chacun. Merci à tous pour votre participation et votre